Alors c'est devenu un peu un cliché de l'analyse sociologique et politique en France, de dire qu'en fait le pays se fragmente, et c'est quelque chose qui date, hein, ça revient dans les discours de façon assez régulière depuis au moins quelques années, voire quelques décennies. Mais en fait on peut même, en tant que personne habituelle, le voir dans la vie de tous les jours par quelques exemples concrets. Donc par exemple, un élément qui est intéressant, c'est toute l'apparition de tout ce qu'on appelait les sous-cultures. Donc en sociologie, les sous-cultures, c'est pas un terme péjoratif, ça veut juste dire la sous-division d'une culture. Donc on utilise aussi le terme de subculture en anglais. Et donc par exemple le fait qu'on a tout ce qui va être les gens qui vont se définir selon une communauté, selon des comportements qui peuvent être des pratiques de consommation essentiellement. Donc ça va être les gamers pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, les vegans, les métalleux, les j'en sais rien, les fans de BTS ou je sais pas quoi. Et en fait on a une prolifération de ces genres de tribus culturelles depuis à peu près la fin des années 80, qui notamment a été informé par un sociologue qui s'appelle Michel Maffesoli, qui est assez controversé, mais sur ce point-là, il était assez bon. Et c'est quelque chose qui est assez remarquable. Alors, on peut le mettre en parallèle, enfin en opposition par rapport à autre chose. C'est le fait, la mort de Johnny Hallyday. Donc, si vous en souvenez, quand même, ça a été un gros événement, énormément de gens, très médiatisés. Posez-vous la question. Donc Johnny Hallyday, c'était vraiment l'idole des baby boomers, hein. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître, enfin qui a grandi avec eux, il est dans les années 40, je crois, ou 50. Et c'est quelqu'un qui faisait vraiment, parmi la population française, on va dire, il faisait vraiment l'unanimité, on va dire. Enfin, tout le monde savait qui c'était. Énormément de gens en écoutaient de beaucoup de milieux sociaux et différents. Et donc c'était un peu une icône nationale culturelle qui était morte. Bon, malgré le fait qu'il était belge, mais qu'importe. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que de nos jours, vous auriez quelqu'un comme ça? Je sais pas, est-ce que dans 40 ans, quand Jules va mourir, est-ce qu'il y aura des funérailles nationales? On peut se le demander. Est-ce qu'il existe encore des figures qui arrivent autant à fédérer les Français derrière eux, que ce soit en culture ou même en politique, en littérature, en sport ou que sais-je encore? Et à mon avis, ça c'est l'indication quand même, cette apparition de toutes les subcultures, de la désintégration d'une culture française à peu près unifiée qui a pu exister jusqu'aux années 60 à peu près. Un deuxième point qui permet de voir cette fragmentation, c'est la polarisation politique. Le fait que l'espace politique se redessine complètement. Donc ça, on le voit très nettement depuis l'arrivée fracassante d'Emmanuel Macron sur la scène politique. C'est-à-dire qu'il y a Emmanuel Macron qui va en gros, pour reprendre l'analyse d'Éric Zemmour, rassembler les bourgeois de gauche et de droite sous sa bannière, avec une opposition à sa gauche qui est en fait incarnée par Mélenchon et plus du tout par le PS qui est mort, et une opposition à sa droite qui est incarnée par le Rassemblement National et quasiment plus par les Républicains. C'est qu'en fait les modérés de gauche et les modérés de droite, qui ne sont pas centristes, en fait ils sont orphelins. Ils doivent décider s'ils sont modérés avec Macron, ou de gauche avec la France Insoumise, ou de droite avec le RN en fait, pour aller vite. Dans ce contexte-là, vous avez Jérôme Fourquet, qui est un spécialiste de l'analyse de sondage, qui est politologue, qui est reconnu, qui toujours travaille à l'IFOP, et qui en fait avait décidé de sortir un livre en 2019 qui s'appelait L'archipel français, et qui se voulait une synthèse en fait de cette analyse avec toutes les données disponibles qui sont vraiment pléthoriques pour essayer de dresser un portrait de cette désintégration française, d'en comprendre les causes et d'essayer d'en percevoir les conséquences également. Donc la conférence en fait ça va être une série de points comme ça qui vont en fait former un peu la mosaïque de la désintégration et du tissu français qui se défait en fait. Donc ça va être un thème comme ça, et puis on va faire plusieurs thèmes, et à la fin on va essayer de synthétiser, de faire un truc un peu plus général. Le premier point qui est celui par lequel commence l'ouvrage d'ailleurs, et qui est à mon avis un des plus importants, très, très clairement, c'est la mort en fait du catholicisme français. C'est-à-dire que bon évidemment, on sait tous, la France fille née de l'Église, éminente nation chrétienne, qu'on croit ou qu'on croit pas, hein, c'est pas la question, mais historiquement le catholicisme romain a été une composante fondamentale de l'identité de la France. Et ce que montre Fourquet en fait, c'est que depuis, alors lui il date ça précisément vraiment en 1965, pas 1968 d'ailleurs, qui pour lui n'est pas très important de ce point de vue-là. Il considère que depuis 1965, vous avez une chute dramatique de l'importance du catholicisme en France, dans la culture française. Alors moi je ne vais pas vous faire tous les chiffres, ce sera ennuyeux. J'en ai choisi quelques-uns vraiment qui à mon avis sont équivoques. Donc par exemple le premier qu'il prend, il compare la part des Français qui se rendent régulièrement, voire très régulièrement, ou autant que possible à la messe. Et il compare cette proportion entre 1965 et 2012.
Et les chiffres sont, enfin, tout est dit. En 1965, vous avez 35% des Français, donc quand même plus d'un tiers, qui déclarent se rendre régulièrement ou autant que possible à la messe, et on tombe à 6% en 2012. C'est quand même, ça fait qu'on passe de 35% pour des gens qui vont très souvent à la messe. C'est une part comme très importante parce que ça demande un certain investissement. 6% c'est quasiment un résidu en fait. Si on prend les catholiques pratiquants, c'est-à-dire les gens qui vont très souvent à la messe et les gens qui vont un petit peu, qui sont pas juste croyants mais qui pratiquent quand même un petit peu, et ben en fait on n'augmente pas le chiffre tant que ça, on passe à 12%. Alors effectivement c'est le double, mais pour une pratique religieuse modérée d'une religion qui a quand même participé à fonder le pays dans lequel on est, c'est quand même une chute absolument dramatique. Il y a un deuxième indicateur, en fait c'est la chute spectaculaire du prénom Marie parmi les nouveau-nés. C'est-à-dire que Fourquet se base énormément sur l'analyse des prénoms dans les différentes phases de son analyse. Et effectivement, si vous regardez le prénom Marie ou les prénoms composés qui contiennent le mot Marie, donc ça peut être Jean-Marie, Anne-Marie ou tout ce que vous voulez, en fait il tombe pareil d'une façon absolument catastrophique. En quoi? En 50-60 ans. C'est-à-dire que vous regardez les courbes, il y en a beaucoup dans le livre. Je vous l'ai pas mis en graphique parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, en fait, à l'oral on comprend assez, mais le prénom Marie, en fait, est quasiment peut-être pas un prénom rare, mais ça fait partie quand même des prénoms désuets, et ce depuis longtemps. Alors que très longtemps en France, ça a été le prénom féminin par excellence, très clairement, c'était Marie. Alors évidemment, bon, j'explique, mais ça devrait être évident, mais pourquoi Marie, évidemment, en rapport à la Vierge. Donc on considère que si le référentiel chrétien est très présent, ce prénom-là va être donné régulièrement par les nouvelles générations à leurs enfants. Au contraire, si ce référentiel disparaît, c'est un prénom qui va disparaître avec eux aussi, en fait. Un autre point, c'est la chute du mariage et en même temps que la hausse du divorce de masse, en fait. C'est-à-dire que Fourquet explique, le mariage, longtemps, ça a été vraiment le modèle familial par excellence indépassable. C'est-à-dire que l'extrême majorité des gens étaient mariés, on se divorçait très peu parce que ça ne se faisait pas, et aussi parce que la loi ne le permettait pas forcément, ou en tout cas pas facilement. Et en fait, au fur et à mesure du changement et de l'évolution des mœurs en France, et des évolutions de la loi aussi, qui comptent beaucoup dans ce domaine, en fait, on se marie de moins en moins, et la part du divorce a longtemps augmenté. Aujourd'hui, elle stagne. On est à peu près, je crois, de mémoire, à 27 divorces pour 1000 mariages au bout de 5 ans de vie commune. Donc c'est au bout de 5 ans de vie commune, c'est-à-dire que si vous prenez les divorces en tout, évidemment ce sera beaucoup plus élevé, mais on prend les 5 ans de vie commune, ce sera en gros, je crois, 25 ou 27 pour 1000. En fait, pourquoi ça stagne? C'est en fait assez logique, c'est parce que les gens se marient plus du tout par impératif social, c'est vraiment un choix. Et donc on imagine, c'est suggéré, que du coup les unions sont plus solides parce qu'elles sont basées sur la volonté réciproque des deux parties. Bon, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais en tout cas c'est l'argument que présente Fourquet. Mais du coup que le mariage n'est plus du tout un passage obligé dans la vie d'une personne. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, par exemple, il fallait se marier. La question n'était pas est-ce que tu vas te marier, c'est quand est-ce que tu vas te marier, avec qui, évidemment. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui vous diront moi je veux pas me marier, je me marierai pas. Il y a beaucoup de gens qui dans leur vie ne se sont jamais mariés, ou qui se sont mariés, divorcés, jamais remariés après. La conséquence logique de ça, c'est que le nombre d'enfants qui sont nés hors mariage, évidemment, a explosé, à tel point que c'est devenu la norme. Aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, 60%. 60% des enfants qui naissent hors mariage, sachant que, et ça vaut à la fois pour cette statistique et pour certaines autres qui seront citées, posez-vous toujours la question, quand on vous donne des statistiques sur les comportements des Français en général, de vous dire, bon évidemment la grande majorité des gens à qui on demande, ça va être, on va dire, des Français de souche. Quelle est la part d'immigrés dans cette statistique, d'immigrés qui répondent, et comment est-ce que ça peut influencer le résultat final? Donc en fait on peut faire l'hypothèse, à mon avis assez confortable, que par exemple chez les musulmans, pour qui le mariage comme c'est important, faut faire les gamins pendant le mariage et tout, du coup eux vont faire baisser le pourcentage d'enfants nés hors mariage. Mais si ce qui nous intéresse, c'est les modes de vie des Français en tant que tels, bah, du coup, mécaniquement, c'est-à-dire qu'on est quand même à plus que 60%. Alors, à quel point plus, évidemment, c'est difficile de mesurer, mais c'est une hypothèse qui me paraît assez simple. Fourquet évoque également le rapport qu'ont les gens par rapport à l'avortement, donc l'interruption volontaire de grossesse, et en fait le fait que c'est un tabou, ce n'est plus un tabou du tout. À l'époque où la loi est votée, la loi Veil en 1972, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de l'avortement, en gros ils vont vous dire soit on est contre, soit on sait pas trop, soit on est pour, mais dans des cas spécifiques modérés et régulés. Aujourd'hui c'est oui, de base je suis pour,
même dans les cas qui ne sont pas spécifiquement des urgences ou quoi. Et il y a de moins en moins de gens qui sont contre et de moins en moins de gens qui même n'ont pas d'opinion sur le sujet. Dernier point sur la question de la disparition du catholicisme comme référentiel en France, c'est la question de l'homosexualité, on va dire de toutes les cultures LGBT comme on dit maintenant. Donc un chiffre que j'ai trouvé très intéressant. En 1986, on demande à des gens en gros ce qu'ils pensent de l'homosexualité. Et donc en 86, une personne sur deux déclare que c'est un mode de vie comme un autre. Aujourd'hui, on est à près de 90%. C'est-à-dire que les modérés sur la question qui disaient bon, ils font un petit peu ce qu'ils veulent chez eux, ça me regarde pas trop, étaient 50%. Aujourd'hui, ils sont 90%. Et en 1986, combien déclaraient qu'en gros l'homosexualité était une maladie? En gros, c'était un quart des gens. Ce qui peut sembler énorme aujourd'hui, effectivement. Aujourd'hui, c'est 5 ou 6%. Pareil, la part des gens qui n'ont pas d'opinion sur le sujet a baissé, ce qui est aussi très révélateur. Ce que tout ça nous révèle, en fait, c'est que, contrairement à ce que prétend une certaine portion de la droite conservatrice, on va dire, pour aller vite, en fait, il ne s'agit pas de s'en réjouir ou de le célébrer ou quoi, mais le fait est qu'aujourd'hui, les catholiques sont une tribu culturelle parmi tant d'autres. De la même manière qu'il y a une tribu musulmane, une tribu des athées, une tribu des orthodoxes au niveau religieux, et puis au niveau culturel, tout ça, c'est une tribu, c'est une communauté parmi tant d'autres. Ce n'est plus un groupe culturel qui a une prééminence importante. Donc ça pose aussi la question de l'avenir des catholiques en politique, et de ce point de vue-là, on peut étudier la Manif pour tous comme en fait un sursaut de gens qui ont pris conscience de leur statut de minorité de fait, de minorité, de tribu parmi tant d'autres, et qui essayent de se resserrer face au constat de l'urgence de la disparition de leur culture. Mais comme c'est toujours le risque quand on se réveille au moment critique, ça peut être le moment où on a le plus d'énergie, ça peut aussi dire que peut-être c'est un peu tard. Ça bon, l'avenir nous le dira. Le deuxième thème qui est très important, même si ça peut nous faire ricaner ou quoi, c'est l'effondrement du Parti communiste en 40 ans. Ce que Jérôme Fourquet appelle la mort de l'Église rouge. Et effectivement, l'expression est très bien trouvée parce que quand vous êtes à l'âge d'or du Parti communiste, toute votre vie est régie par le Parti communiste. À l'école, dans le sport, dans les colonies de vacances, dans les syndicats, que sais-je, votre vie c'est le PC, évidemment vous êtes encarté. Et si vous vous faites exclure du parti, c'est exactement comme une excommunication religieuse en fait. Je rappelle que le PC, dans les années 70, était capable de faire 25% au présidentiel, élection après élection. C'était un parti extrêmement puissant. Et on peut prendre deux indicateurs pour voir que c'est un parti qui en fait est complètement en décrépitude et que cette culture-là est en train de mourir. C'est premièrement les ventes du journal L'Humanité, qui était de 150 000 numéros en 1972 à 34 000 en 2017. Et encore, 34 000, c'est d'une certaine façon surévalué. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que depuis, l'Humanité est largement subventionnée par l'État au titre des aides à la presse, justement pour pas que le titre meure. Ce qui veut dire que si c'était pas subventionné, on aurait probablement en fait un journal qui aurait disparu depuis longtemps. Bon, ce qui n'est pas plus mal, c'est pas la question, mais c'est pour dire que le PC est vraiment en train de crever, quoi. Un autre indicateur, c'est que les jeunesses communistes, donc le mouvement de jeunesse du PC, c'était 100 000 adhérents en 86, c'est 15 000 en 2015. Pour le mouvement de jeunesse d'un parti de masse, c'est très peu. Surtout quand on sait que c'est les chiffres revendiqués par le PC. Les communistes ont toujours un rapport, on va dire, un peu conflictuel avec les chiffres. Donc c'est probablement également surévalué. Donc en fait, ça nous permet de comprendre quelque chose. C'est encore une fois, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de gens de droite, l'ennemi principal aujourd'hui, c'est pas le marxisme, le communisme, la menace rouge. Puisqu'en fait, le communisme classique, c'est clairement une force qui est épuisée en France. On sait bien qu'il reste quelques bastions de résistance, comme les profs communistes à l'université, les animateurs de France Inter, le monde du théâtre, ou des choses comme ça. Mais globalement, c'est une idéologie qui est quasiment morte et enterrée. C'est le champ du cygne. Il est fort à parier que d'ici 20 ou 30 ans, quand les boomers auront commencé à sérieusement mourir, il n'y aura plus de PC, quoi. Ce sera terminé, ils tiendront dans une cabine téléphonique. Donc vraiment, ça peut être un adversaire ou un ennemi qui peut être embêtant parce qu'ils ont toujours des petits bastions où ils nous empêchent de développer nos idées, nos méthodes, mais concrètement c'est plus l'ennemi principal depuis la guerre froide, quoi. Donc il faut vraiment se mettre à jour là-dessus. Ensuite se pose la question de l'archipélisation par la mondialisation économique. En fait, ce qui est très nettement démontré par Fourquet, mais c'est également, et là je vous renvoie à Christophe Guilluy, le spécialiste de géographie sociale qui avait été, on va dire, rendu célèbre par Éric Zemmour,
Je vous conseille de lire ses livres, donc notamment Fracture française et la France périphérique, où il explique très bien qu'en fait la mondialisation économique a permis effectivement de créer beaucoup de richesses, c'est indéniable, mais ça s'est fait à un prix qui est lourd, qui est celui de rendre les classes populaires beaucoup plus précaires, de rendre les classes moyennes beaucoup plus fragiles, ce qui veut dire que justement elles se précarisent et les classes moyennes deviennent des classes populaires, donc ce qui pose un gros problème. Euh, pardon. En fait, par quel mix? C'est-à-dire que euh, vous allez avoir la mobilité vers le haut. Enfin, vous prenez la classe moyenne. Les gens qui, on va dire, travaillent dans les filières qui ont de l'avenir, j'en sais rien, l'aéronautique, l'informatique, la finance, ces gens-là vont avoir une mobilité vers le haut qui leur est permise par la mondialisation, qui sont très contents, c'est les gagnants. Mais par contre, tous les gens qui sont, on va dire, dans les vieilles filières, l'industrie, la manufacture, les choses comme ça, eux, par contre, ils sont signés pour le déclassement. Et ça va être très dur pour ces gens-là. On peut aller un petit peu plus loin et compléter avec ce que disait Guillaume Fay, qui disait que le système français, en fait, c'était un genre de synthèse entre le pire du socialisme et le pire du capitalisme. C'est un truc très français, le fameux modèle social français. Du capitalisme, en fait, on prend l'hyper-concurrence internationale, le fait que vous allez être mis en concurrence avec les ouvriers chinois, payer une misère tous les mois, ou pire au Bangladesh, ou je ne sais où. Ce qui fait qu'en fait, votre classe ouvrière, votre classe manufacturière va être complètement démolie, et les agriculteurs, n'en parlons même pas, par cette concurrence internationale. Et pour les petites entreprises, bah, effectivement, elles doivent faire face aux énormes entreprises étrangères qui, elles, ont des facilités sur le marché international qu'elles n'ont pas. Et de l'autre côté, on prend tous les mauvais côtés du socialisme, c'est-à-dire l'État obèse, la spoliation fiscale, c'est-à-dire qu'on va saigner à blanc les classes populaires et les classes moyennes pour financer les déficits, pour financer aussi l'immigration, on va en parler. Et en plus, avec la législation économique extrêmement liberticide, si vous voulez monter votre boîte en France, c'est extrêmement difficile, à tel point, et ça Fourquet le met dans le bouquin, qu'en fait, vous avez une part de plus en plus importante chaque année de Français qui s'expatrient pour des raisons de création d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à créer leur boîte en France, donc ils se barrent à l'étranger où c'est plus facile, ce qui évidemment est une perte pour notre pays. Euh, donc il y a un premier constat à faire aussi sur cette mondialisation, c'est qu'elle a mené en fait à une véritable ségrégation sociale et spatiale. Donc ça c'est ce que expliquait Christophe Guilluy, donc je vais le faire en version extrêmement simplifiée, mais je vous invite vraiment à lire Fracture française et la France périphérique. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les grandes villes, ces métropoles, ça devient les bastions, disons-le, de la bourgeoisie, des catégories socio-professionnelles supérieures, de ces gens-là, les gens qui réussissent, hein, les winners. Et en fait, les classes populaires sont progressivement reléguées d'abord dans les banlieues, maintenant ils peuvent plus y aller parce qu'il y a les immigrés, après dans le périurbain et certains dans le monde rural, où effectivement, vous n'avez pas la même santé économique, et vous êtes relégués un peu dans les marges de la société. Ça produit en fait un problème du fait que les gens qui sont des winners restent entre eux tout le temps. C'est très frappant si vous connaissez des gens qui vivent chez les gens quand même, ce qu'on appelle les élites, hein, mais les élites économiques ou culturelles des grandes villes, donc par exemple Lyon ou Paris, c'est des gens qui ne se voient qu'entre eux. C'est-à-dire que pour eux, un immigré, c'est le type qui leur amène leur sushi en Uber Eats, quoi. Mais ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est parce qu'ils ne les voient jamais, tout simplement. Quand on leur parle de gilets jaunes, ils comprennent pas que les gilets jaunes aient pu s'énerver, avoir des revendications, parce que ils ne comprennent pas ce monde-là, tellement ils restent entre eux. Alors que vous allez dans les années 70-80, vous aviez un vrai Paris populaire, où en fait, dans une barre d'immeubles, vous aviez quand même pas mal de niveaux sociaux différents, ce qui fait que mécaniquement, même si un mec était plus ou moins un bourgeois, il comprenait un petit peu, au moins de loin, ce que c'était qu'un ouvrier, donc il avait encore un peu les pieds sur terre, quoi. Il y a un truc qui révèle aussi, c'est une sécession culturelle, une séparation entre, on va dire, les classes populaires et les classes bourgeoises, pour aller vite. C'est-à-dire que traditionnellement, encore une fois sur la question des prénoms, le modèle canonique, c'était qu'en fait, les catégories supérieures adoptent un nouveau prénom par mode, et en fait, justement par effet de mode, bah, progressivement, ça va être repris par les classes populaires, en fait. Donc par exemple, je sais pas quel prénom, n'importe quel prénom que vous pouvez imaginer, les gens des catégories supérieures les donnent à leurs gamins, après vous avez quelques années qui se passent, et en fait ça devient les classes populaires qui donnent ce nom-là à leurs gamins, et entre-temps, les classes supérieures en fait ont choisi un nouveau prénom à la mode. Aujourd'hui c'est un modèle qui marche quasiment plus en fait. C'est-à-dire que depuis 20 ans c'est de moins en moins vrai à tel point qu'on s'en sert quasiment plus. C'est-à-dire qu'en fait chaque catégorie est autonome par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir des prénoms de classe populaire et des prénoms de catégorie supérieure. Bah, l'exemple vraiment
typique qui fait me ricaner, voilà, c'est le prénom Kevin ou le prénom Dylan, des choses comme ça, qui sont évidemment des marqueurs de catégorie populaire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de fils d'énarques qui soient à HEC qui s'appellent Kevin ou Jean Dylan, ça me paraît assez improbable. Par contre, évidemment, si vous allez dans le périurbain, c'est un prénom que vous allez retrouver. Quand on prend la question de la ségrégation sociale et spatiale et tout ça, il y a une question évidemment qu'il faut prendre en compte avec la mondialisation, c'est la mondialisation des personnes, et c'est donc la question de l'immigration qui est absolument fondamentale ici. L'immigration, en fait, va amplifier tous les problèmes posés par la mondialisation économique à un niveau délirant. Parce qu'en fait, il y a une asymétrie économique fondamentale entre les Français qui financent l'État social et les immigrés quand même qui sont des bénéficiaires nets. Donc par exemple, on peut penser aussi à des mesures qui ne soient pas monétaires directement, mais qui existent quand même, les mesures de discrimination positive à la française. Donc par exemple, plus les années passent, plus à Sciences Po Paris, vous avez un nombre important de candidats qui vont entrer non pas sur concours, comme c'était traditionnellement le cas, mais sur dossier. Ça a été commencé avec Richard Descoings, qui était à l'époque le directeur, et très clairement, explicitement, c'était dit, c'était pour permettre aux enfants des quartiers, tout le monde a compris de qui on parle, qui sont discriminés, qui sont victimes de racisme, je ne sais quoi, d'accéder à Sciences Po en fait. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez travailler très dur pour un concours et en fait votre place sera prise par un type qui sera pris sur dossier tout simplement parce que les gens vont dire qu'il a subi du racisme quoi. Également, on peut penser à la question des HLM. Hein. Les HLM, on a oublié ce que ça veut dire, mais c'est les habitations à loyer modéré. En fait, c'est des habitations dans lesquelles l'État fournit une aide pour que vous payiez moins cher que ce qui était prévu. En fait, maintenant, ils sont réservés de fait aux immigrés. Et de fait, si vous êtes un Français, même si légalement vous y avez le droit, admettons, on sait très bien que vous n'allez jamais y habiter parce que vous allez vous faire intimider. La vie là-bas sera véritablement invivable. Donc vous allez vous barrer, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce que Christophe Guilluy raconte. Toutes les classes populaires, notamment à Paris, c'est très révélateur, qui habitaient dans ces HLM, on l'oublie, mais il y a une époque où la Seine-Saint-Denis c'était pas un quartier immigré, hein, c'était un quartier rouge, c'était les ouvriers communistes en gros qui y habitaient. En fait, avec l'arrivée massive de l'immigration, c'est des gens qui ont dû lâcher les places. Et de fait, la sociologie a complètement disparu. Cette sociologie-là, pardon. Il y a autre chose aussi. Quand on parle des bienfaits de l'immigration, évidemment, c'est toutes les filières économiques qu'elle nous apporte, et notamment celle du shit, hein, voilà. Et donc Fourquet en parle dans le bouquin, ça a été les services, on va dire, de sécurité et tout ça ont quantifié ces choses-là. On est en mesure de dire qu'aujourd'hui, la filière du shit en France, c'est 200 000 salariés, entre guillemets, parce qu'évidemment, bon, ils sont pas déclarés à l'URSSAF, hein, évidemment. Alors 200 000 salariés, si vous avez du mal à vous représenter, dites-vous que c'est autant que la SNCF. Donc vous avez autant de gens qui bossent à la SNCF que de gens qui bossent à vendre du shit dans les bars, quoi. Donc c'est évidemment formidable. Donc toujours plus loin dans cette idée de la disparition d'une culture française un peu unitaire, on a la montée de l'individualisme. Alors comment on peut le voir? Encore une fois avec la question des prénoms qui est extrêmement révélatrice. Entre 1945 et 2014, on passe de 2000 prénoms différents donnés à plus de 13 000. En fait, vous avez un pool, une réserve de 2000 prénoms, ça suffit à remplir un pays en 1945. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 13 000 prénoms. Donc c'est parce que vous avez eu les nouveaux prénoms inventés, les prénoms rares, les prénoms anglo-saxons, les prénoms issus de l'immigration, que sais-je. Et donc effectivement, le nombre a explosé. De la même manière, en 1945, on était à 100 prénoms arabo-musulmans, pas 100 personnes, hein, mais 100 prénoms différents distribués dans le territoire français, 45. En 2014, on est à plus de 3800 pour les hommes. Pour les hommes, hein, parce qu'après il y a les prénoms féminins. On observe un autre phénomène qui est très intéressant aussi, c'est l'explosion des prénoms rares. Donc un prénom rare pour l'INSEE, c'est un prénom qui, tous les ans, est porté par moins de 3 personnes. Donc c'est un ou deux types qui s'appellent comme ça. Vous en aviez 4000 en 1945, vous en avez 55 000 en 2014. Donc vous avez multiplié par 12, quoi. Oui, 13 ou 14 même. Donc c'est aussi un phénomène. Vous avez tous les gamins, les Pikachu, les Calici, les je sais pas quoi. C'est quelque chose qui était à peu près impensable il y a 60 ans. Aujourd'hui, vous allez peut-être pas appeler votre gamin comme ça, enfin j'espère que si vous êtes là, vous n'allez pas le faire. Mais ça se produit de plus en plus en tout cas. Alors enfin on arrive sur la période, le sujet réjouissant, la submersion migratoire et la catastrophe identitaire. Alors moi je vais me baser sur ce que dit Fourquet parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet-là
qu'il y aura d'autres références bibliographiques à consulter. S'il fallait n'en lire qu'un, je vous conseillerais La France interdite d'Oberton. Voilà, parce que là, il y a un peu tout. Et c'est assez récent, donc c'est très intéressant. Et donc Fourquet, comme à son habitude, part de l'analyse des prénoms. Et donc il nous dit, en fait, en analysant les prénoms, en se basant sur les listes électorales des communes et tout ça, on est capable de voir la part des prénoms arabo-musulmans chez les nouveau-nés chaque année. Et là, les chiffres sont quand même particulièrement inquiétants, puisque pour la seule année 2016, parmi tous les nouveau-nés de l'année 2016, vous en avez quasiment 19% qui portent des prénoms arabo-musulmans. Alors, il faut garder en tête deux choses. Déjà, ça ne compte pas les enfants d'immigrés qui ne seraient pas arabo-musulmans, mais qui viendraient d'ailleurs, par exemple d'Afrique subsaharienne, parce qu'ils ont des prénoms différents. Donc ça compte pas ces gens-là. Et vu que c'est les prénoms donnés aux nouveau-nés, ça compte pas les prénoms des immigrés qui sont déjà là. Donc quand on vous dit non, mais en France, au grand max, il y a 5% d'immigrés, c'est une vaste blague, vous êtes à au moins 19% de nouveau-nés. Après, vous êtes libre d'extrapoler selon ce que vous croyez, mais vous êtes à au moins 19% de nouveau-nés, plus les gens qui sont déjà là. Donc c'est un truc à garder en tête. Donc quand on vous parle de grand remplacement qui est un fantasme, c'est quelque chose à garder en tête. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Fourquet, qui n'est pas du tout quelqu'un de politisé, enfin, je pense qu'il a des opinions, mais quand il fait son travail de spécialiste, il n'en parle pas. Fourquet a tellement peur qu'on l'accuse de raciste en commençant son chapitre, qui fait 2 pages d'explications méthodologiques, où en fait il dit non mais attention, on ne dit pas que les immigrés sont une communauté, on dit que c'est un groupe social, donc en fait c'est du jargon sociologique, mais c'est vraiment une nuance, hein, c'est une pinaillerie, ça veut rien dire. Mais attention, ça veut pas dire que le grand remplacement existe, hein, attention quand même, c'est juste, voilà, moi je suis spécialiste, je donne des chiffres, m'accusez pas de raciste, etc. Bon. Il prend un deuxième élément. Selon une étude de l'Institut Montaigne, vous avez entre 6 et 7% de musulmans en France. Et Fourquet dit c'est à mettre en opposition avec les gens qui pensent qu'il y en a entre 10 et 15%. C'est pas faux dans le sens où effectivement, si on parle de gens qui pratiquent la religion musulmane, ouais, 6-7%, effectivement c'est le bon chiffre. Mais quand vous demandez aux gens dans la rue c'est quoi un musulman, bon, l'islam en fait partie, mais on va pas se mentir, pour lui un musulman c'est plus ou moins un arabe, quoi. Donc même un arabe non musulman, il va dire que c'est un musulman. C'est qu'en fait, sur le même mot, vous avez 2 personnes qui mettent 2 choses différentes. Donc en fait, effectivement, il y a peut-être que 6 à 7% de musulmans en France, encore que on pourrait discuter. Mais effectivement, ça ne regroupe pas tous les immigrés ou les gens issus de l'immigration, évidemment. Et ce qui est intéressant avec ce chiffre de 6 à 7%, qui regroupe vraiment tous les musulmans, quelle que soit leur pratique, c'est qu'on peut le mettre en parallèle avec les 12% de catholiques pratiquants. Alors je l'ai pas mis... je mis vraiment les catholiques pratiquants, parce qu'on va pas se mentir, si on pratique pas une religion, c'est quand même qu'on n'y croit pas vraiment, bon, soyons honnêtes. Donc si on prend les gens qui croient à peu près à l'islam, ou au moins un peu, et les gens qui croient à peu près au catholicisme, ou au moins un peu, 7% de musulmans, 12% de catholiques, 7% de musulmans en 50 ans d'immigration, 12% de catholiques en, oui, on va être gentil, 15 siècles de christianisme. Donc c'est un truc à garder en tête. Ce qu'il faut bien voir aussi, du coup, c'est que très clairement, ça annonce le nouveau visage démographique de la France. C'est-à-dire que la France, c'est un fait, c'est plus une discussion sur est-ce que ça va se produire, etc. C'est un fait. La France est un pays multiculturel, multiethnique, qui est composé démographiquement en fait d'une mosaïque. Et ça annonce, comme toutes les expériences multiculturelles le prouvent, un état politique de conflit culturel permanent. Hein. La société multiculturelle, c'est la société multiconflictuelle, comme le disait Guillaume Fay, c'est évidemment vrai. On pourrait d'ailleurs, peut-être qu'à l'avenir je ferai une conférence là-dessus, mais sur d'autres exemples de pays multiculturels, ça s'est toujours cassé la tronche. Donc on est dedans là. Et on le voit d'ailleurs avec les luttes entre les Tchétchènes et les Algériens à Dijon. Vous aviez, je crois, la manif contre la loi sécurité globale. Vous avez, il me semble, des Algériens et des Marocains qui sont cognés dessus, enfin un truc comme ça. Tout le monde sait qu'en banlieue, les types se vannent en permanence sur leurs origines, leurs ethnies, etc. Ce sera pas une société apaisée, hein, loin de là. Et là, c'est un truc qu'on est capable, malgré l'absence de statistiques ethniques, de quantifier. Ce qui nous informe d'ailleurs sur un autre élément, et c'est un des rares points où il faut être en désaccord avec Éric Zemmour, sur la question des prénoms. Éric Zemmour voudrait retourner à un modèle assimilationniste à l'ancienne, où en gros l'État dit voilà les prénoms que vous avez le droit de donner à vos gamins, des prénoms du calendrier chrétien en gros, ou du calendrier républicain, et puis c'est marre, et le reste vous n'avez pas le droit. En fait il faut être contre ça, parce que quelque part les prénoms, la mesure des prénoms, c'est le seul élément de mesure qui nous reste
pour être capable de mesurer les flux migratoires et démographiques. Sans ça, on serait complètement aveugle. Parce que si on force les musulmans à appeler leur gamin Nicolas 116, bah, en fait, on n'est plus capable de faire ce genre de calcul, ce genre de mesure, et en fait, on se rend aveugle nous-mêmes. D'autant plus que c'est pas parce qu'on leur force leurs gamins à avoir des prénoms français qu'immédiatement ils vont s'assimiler. C'est impossible. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Il faut vraiment être contre l'idée de retourner un modèle assimilationniste des prénoms. C'est pas inutile, c'est activement contre-productif. Donc c'est très bien que les gens puissent donner les prénoms qu'ils veulent à leurs gamins. Au moins, on joue carte sur table, quoi. Au moins, c'est honnête. Donc là, maintenant qu'on a dit, encore une fois, hein, c'est des grandes lignes que je vous ai proposées, des versions simplifiées, parce que moi j'aimerais vraiment que vous lisiez le bouquin, il va vous apprendre énormément de choses, c'est une mine d'informations inépuisable. Donc vraiment, si vous avez le moyen de le faire, je vous le conseille. Mais après ces quelques infos, ces quelques grandes lignes qu'on a dégagées, et maintenant quoi. Et maintenant, est-ce qu'on peut faire des constats? Bah déjà, on peut expliquer, on peut constater l'explosion de la coalition de gauche sous le poids de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche avant c'était simple, c'était la République, le socialisme et la laïcité. Ok. Sauf que la République, nos amis immigrés qui de fait ne sont pas de droite, donc ils sont mis dans la famille de gauche, ils s'en foutaient éperdument. Pour eux, la République, c'est ce qui a esclavagisé leurs parents, donc vous n'allez pas vraiment leur vendre de la République, hein, demandez à Ouria Boutelja, voilà. Ensuite, c'est le socialisme, bon, ils s'en cognent. C'est pas du tout leur référentiel. Ces idéologies politiques, économiques, c'est très européen. Hein, je veux dire, en dehors de chez nous, les gens s'en foutent quand même un petit peu. Ils pensent pas dans ces termes-là, du moins. Et puis la laïcité, bon là, tout le monde ricane, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les boomers cégétistes qui pensent qu'il faut encore continuer à manger les curés. Et puis de l'autre, vous avez les musulmans qui disent mais attention, ils vont commencer à emmerder nos imams, quoi. Et donc ça, c'est vraiment incarné par la France insoumise qui éclate complètement sous le poids de ses contradictions. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils arrivent à se présenter avec succès, à faire un bon score en 2022, quoi. On peut constater une deuxième chose, en fait, c'est l'explosion, on va dire, de la droite modérée, hein, donc en France c'est les Républicains, sur la question de la mondialisation, clairement, économique et identitaire, c'est-à-dire d'un côté le fait que la droite se refuse à adopter un positionnement populiste sur l'économie fait qu'en gros les classes populaires du coup ne sont plus du tout intéressées pour voter pour eux. Le fait que la droite trahit systématiquement ses promesses sur le plan identitaire les décrédibilise. Le parfait exemple c'est Sarkozy. Si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, Sarkozy en 2007 fait une campagne qui est plus à droite que celle de Jean-Marie Le Pen, hein, très clairement. Ça marche du feu de Dieu pour lui, il récupère les classes populaires, enthousiasme incroyable de plein de gens qui ne venaient même pas de la droite d'ailleurs. Quelle est la première mesure qu'il met en place quand il arrive au gouvernement? Nommer des ministres de gauche dans son gouvernement, faire du pluralisme, de la parité, machin. Résultat, alors ce n'est peut-être plus vrai depuis Macron, mais en tout cas à l'époque de Sarkozy, c'était le président le plus immigrationniste que la France avait eu sous la Ve République. C'est quand même quelque chose. On voit également la constitution en fait d'une nouvelle force politique qui est un front du centre en fait. Donc là aujourd'hui c'est Macron avec En Marche, mais admettons Emmanuel Macron demain a une crise cardiaque ou se fait écraser par un bus, ça va pas se casser la figure, hein, ça va peut-être se recomposer un petit peu, mais en gros c'est quelque chose qui va quand même rester. C'est-à-dire que vous avez les gens qui sont des winners de la mondialisation, qui vont avant tout penser à leur fiche de paye. Et les considérations, on va dire, culturelles, identitaires ou quoi, ça passe quand même au second plan. Et donc ces gens-là, c'est le truc qu'on voit sur Twitter, hein, avec les boomers macronistes qui sont absolument formidables, qui disent je suis contre tous les extrêmes, pour l'Europe, pour la République, etc. C'est tout ce discours-là qui en fait plaît à égale part aux bourgeois de gauche, aux bourgeois de droite en fait, hein, qui se retrouvent très bien dans ce front centriste. Et un front centriste appelle évidemment à une résistance sur sa gauche, même si à mon avis c'est une résistance factice, qui est celle de Mélenchon, la France insoumise, et une résistance depuis la droite, une résistance populiste et identitaire, incarnée par le RN et qui à mon avis a beaucoup plus d'avenir. Le dernier constat qu'on peut faire en fait aussi, le Fourquet en parle encore une fois, c'est la perte de confiance qu'ont, on va dire, les gens dans les pouvoirs constitués, dans les corps constitués. Que ce soit la presse, la France est un pays où il y a le plus de défiance envers la presse, c'est des chiffres incroyables. C'est d'année en année le baromètre de confiance dans les médias s'effondre en permanence. Dans les élites scientifiques aussi, parce que par exemple vous aviez, alors ça c'est pas dans le bouquin de Fourquet, mais j'ai vu la stat il y a pas longtemps. Vous avez un institut de sondage qui est le plus reconnu aux États-Unis, qui est le Pew Research Center, qui par pays en fait demandait aux gens de gauche et aux gens de droite est-ce que vous avez confiance dans les experts scientifiques? Et puis après les gens répondaient plus ou moins oui, plus ou moins non.
Et en fait, ce qu'ils ressentaient, c'est que vous aviez des pays, comme aux États-Unis, où en gros les gens de gauche disaient extrêmement oui, et les gens de droite disaient extrêmement non. Donc c'était très polarisé. Donc en gros, vous êtes quelqu'un de gauche, vous dites bah oui, les scientifiques nous parlent du réchauffement climatique, moi je leur fais confiance. Puis à droite, les gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est du flan. Ils nous mentent tout le temps. En France, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez une sorte d'unanimité où c'était, je crois, 34% des deux côtés, de gauche ou de droite, qui ne faisaient pas. Enfin, 34% des gens accordaient leur confiance aux experts scientifiques, de gauche ou de droite. Donc il y a une défiance vraiment généralisée pour le coup, de ce point de vue-là. Donc la presse, je le disais, les scientifiques, les syndicats, la France c'est le pays de l'OCDE, dans lequel le taux de participation syndicale est le plus bas. Alors suivant les fourchettes que vous prenez, c'est entre 8 et 11%, mais c'est extrêmement bas, surtout quand on connaît à quel point les syndicats ont été puissants dans l'histoire de France. On se rappelle, la CGT qui au début appelle à ne pas se rendre dans les cortèges des Gilets jaunes, parce que c'est une arnaque et tout ça, et qu'en fait ont bien été obligés de s'y rattacher parce qu'ils voyaient bien que le vent tournait. Donc les corps constituants en France ont une cote qui est en baisse permanente. Ce qui est un bon signe, puisque ça permet le changement, mais ça donne aussi un certain chaos, hein, on va pas se mentir. Donc la dernière partie maintenant de la conf, et après on passera aux questions. La question du que faire. Alors c'est vrai, on a pris conscience de ça, donc la France est un petit peu en plein éclatement culturel, économique, religieux, identitaire, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient debout, on rafistole tout avec des lois séparatisme, avec des lois sécurité globale, avec des lois sur les fake news, avec tout ce qu'on veut. Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est simple, si on est un patriote déjà, un vrai patriote, un patriote identitaire, la première chose, c'est de mettre à jour son logiciel politique. On ne vit plus dans l'époque où tout allait bien et où avec quelques rustines on va tout recoller ensemble. Il faut admettre qu'il y a un conflit, des conflits politiques qui sont des confrontations irréductables. Des gens non pas avec qui vous négociez, mais des gens que vous devez vaincre. C'est très important à comprendre. On n'est plus dans le cas où la gauche, en gros, voulait tirer un petit peu la couverture de son côté, puis après c'était le tour de la droite, puis ça c'est fini. Vous regardez ce que fait, on va dire, la vraie gauche aujourd'hui, ils sont complètement cinglés avec tout le délire SJW, les LGBT, déconstruction, tout ce que vous voulez. Vous avez de l'autre un bloc centriste, on va dire un bloc, on pourrait l'appeler macroniste, mais le nom est pas très important, qui est tout à fait prêt à utiliser une répression politique délirante contre les gilets jaunes, contre les manifestants, contre tout ce que vous voulez. Réduction de la liberté d'expression, je veux dire, nous, AGI, on peut en parler, hein, on s'est pris toutes les censures possibles et imaginables, donc on est bien placé pour en parler. Ça, c'est des vrais ennemis politiques, il y a un vrai conflit, et qui dit conflit dit préparation et travail. Deuxième point, qui est la conséquence du premier, il faut faire preuve de réalisme dans ce conflit et ne pas se reposer sur des vieilles idées confortables ou des utopies. Donc ça, à droite, on en trouve beaucoup. Donc il y a soit le mantra gaulliste, alors non pas qu'il faille être pro ou anti De Gaulle, hein, c'est absolument pas le propos ici, mais c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Je veux dire, De Gaulle est mort depuis 50 ans, son héritage n'existe plus. Donc simplement dire, on va faire comme le De Gaulle, on va rassembler la France sous le bleu-blanc-rouge et tout va aller très bien, nos ancêtres les Gaulois, c'est très insuffisant. C'est pour ça que le général de Villiers, c'est un peu une escroquerie, enfin carrément même. Ce type-là n'a pas les épaules, il n'a pas la clarté de vision nécessaire pour nous sortir du chaos actuel, quoi. Donc ça, c'est plus une possibilité. Il faut penser à d'autres choses, avoir d'autres références, entretenir d'autres idées. En fait, faire preuve d'imagination, hein, ce qui est une qualité qui manque parfois dans nos milieux. En 1968, on disait l'imagination au pouvoir. Aujourd'hui, nous pourrions nous réapproprier ce slogan. L'imagination au pouvoir, oui. L'imagination, elle devrait être à nous. Les nouvelles idées, les idées courageuses, les idées audacieuses, ce sont les nôtres. Alors parfois on a aussi, c'est une vieille marotte à droite, l'idée d'un soulèvement de l'armée, comme ça. Évidemment c'est n'importe quoi, l'armée a été complètement pacifiée depuis 1961 et le putsch des généraux, donc ça c'est terminé. C'est pas un hasard si l'armée en France on l'appelle la Grande Muette, parce qu'elle ne participe pas en fait à la politique concrètement, à moins que vous ayez un Bonaparte, mais bon, aujourd'hui il n'y en a plus quand même. Et alors là vous avez vraiment les idées vraiment extrêmement débiles et tout à fait inadaptées, type réconciliation nationale. Pas besoin d'en parler, j'espère que tout le monde comprend pourquoi c'est idiot. Troisième chose à faire, se prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit là, le fait de vouloir sauver son pays face à l'effondrement, face à l'archipel, beaucoup de Français, énormément de Français le souhaitent, de plus en plus. Alors parfois de manière plus ou moins admise, de manière plus ou moins structurée, de manière plus ou moins modérée ou radicale, mais vous avez un boulevard des attentes en France aujourd'hui, qui n'existait pas dans les années 70 ou 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
si vous êtes capable de véritablement incarner l'alternative politique, c'est-à-dire que vous avez des bonnes idées, vous êtes sérieux, vous êtes travailleur, vous êtes à l'écoute, vous êtes patient, vous êtes toujours dans une autocritique permanente pour vous améliorer tout le temps, les gens vont vous écouter, ils vont vous suivre, ils vont vous soutenir. Et donc il y a un vrai travail politique à faire. C'est absolument pas le moment où il faut baisser les bras, c'est absolument intolérable aujourd'hui d'avoir un discours défaitiste, alors que on n'a jamais été aussi proche du chaos et on n'a jamais été aussi proche de la libération. C'est vraiment la phrase du poète allemand Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. On est exactement là-dedans. Et donc il faut se préparer aux bouleversements qui viennent, se former, s'engager, s'impliquer, se soutenir. Et le plus important vraiment, c'est de garder espoir, parce qu'on va vraiment en avoir besoin dans les luttes qui vont venir, qui vont être vraiment décisives pour l'avenir de notre civilisation. Je vous remercie de votre attention. Donc on va passer aux questions. Roland, merci pour ta très bonne conférence. Donc je vais lire la question de Edith Astier qui voudrait que tu reviennes sur le dernier point. Alors le dernier point, c'est lequel ? Edith, précise-moi, et puis j'y reviendrai avec plaisir. Edith Astier, s'il est possible de préciser la question, on y répondra plus tard. En attendant, on va prendre la question de PubPub qui dit la diversité des prénoms aujourd'hui ne peut-elle pas être mise en perspective avec la mondialisation et le fait que nous soyons plus connectés aux autres nations plutôt qu'à ce certain individualisme ? Alors plus connectés aux autres nations, je veux dire, c'est pas les prénoms polonais qui prennent le dessus en dehors des immigrés polonais en fait. Pour être très clair sur la question des prénoms, pourquoi c'est de l'individualisme ? C'est à la fois en fait, le truc c'est que vous allez en fait avoir deux, peut-être trois origines pour la nouvelle diversité des prénoms qui s'affichent. C'est d'un côté, tout simplement l'influence culturelle américaine, très clairement. Donc les séries télé, les films, donc ça Fourquet en parle, le fait que quand c'était l'âge d'or de Cyndi Lauper et de Cindy Crawford, en fait vous avez un pic des prénoms Cindy. Quand vous aviez les séries télé, les films, vous aviez du Kevin, du Dylan, boum, c'est très simple, vous aviez un pic de Kevin, de Dylan. Donc vous avez quand même une infiltration culturelle très nette. Et pourquoi je parle d'individualisme très, très bêtement ? Parce que normalement un prénom c'est quand même donner un prénom c'est un geste quand même qui est collectif. C'est-à-dire qu'on quelque part on bénit ou on sacre quelqu'un de sa lignée en vertu d'une étiquette qui a une grande signification. Je veux dire, un prénom c'est le nom d'un héros, c'est le nom d'un ancêtre, ça peut être le nom d'un dieu ou d'un objet ou de quelque chose. C'est pas du tout anodin le prénom qu'on choisit. Et le fait qu'aujourd'hui les prénoms, en fait on donne un prénom à son gamin pour se faire plaisir selon ses petites préférences personnelles, c'est-à-dire qu'en fait on a oublié un petit peu qu'un prénom c'est un pacte entre les vivants, les morts et les vivants à venir. C'est pour ça que je parle d'individualisme en fait, on choisit un prénom comme on choisirait la marque de vêtements avec laquelle on s'habille en fait. Alors que c'est une définition, enfin c'est une importance vraiment qui est quand même profonde aussi. Voilà. Donc on va prendre une deuxième question, celle de Léo 8891 qui demande si le déclin du christianisme en France est également lié à la diversité des prénoms. Qu'est-ce que tu peux en penser ? Oui, dans le sens où, à mon avis, c'est ce déclin qui est la cause de la diversité des prénoms, parce que quand c'est plus évident qu'on est dans un référentiel chrétien, où en gros c'est normal de s'appeler Louis, de s'appeler Marie, de s'appeler Jean ou Marc, évidemment ça ouvre la porte à d'autres référentiels culturels que j'avais évoqués, donc par exemple les séries télé, la culture de masse ou compagnie. Donc oui, très clairement, c'est lié, Fourquet le dit, il l'explique, oui, pour moi c'est une évidence, ouais. Une question de LCCCC qui dit que dire à ceux qui ne veulent pas entendre ton discours ? Que déjà ce que je dis là, je le sors pas de mon chapeau en fait. C'est pas un discours qui vient de types qui sont des militants politiques radicaux. Ça vient d'un bonhomme qui quand même analyse ça depuis des années. La différence de ce genre de statistiques avec d'autres chiffres, c'est que ceux-là sont quand même assez bruts. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de trafic statistique où on va changer les facteurs ou je sais pas quoi pour faire pencher la balance. Je veux dire, la démographie c'est une des sciences les plus simples. Un type qui est né, tant qu'il est pas mort, il est dans les chiffres et puis il est pas en double quoi. Donc si on prend la question des prénoms pour analyser ça, c'est une évidence en fait. Alors après effectivement, si on est face à quelqu'un qui ne veut pas entendre ça, non pas pour des raisons de bonne foi et d'emploi de la raison, mais pour quelqu'un qui est on va dire dans une logique purement émotionnelle ou de résistance psychologique, en fait il faut pas avoir un discours rationnel, ça sert à rien, je veux dire
enfin, vous buterez nécessairement. Il faut plutôt essayer de comprendre les inquiétudes et les aspirations de cette personne pour essayer en fait de désamorcer la tension qu'il peut y avoir ou l'agressivité. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui est très, on va dire, très rationnel, ou à quelqu'un qui est très émotionnel, quelqu'un qui est analytique ou quelqu'un qui est synthétique. Enfin, on parle pas toujours de la même façon aux mêmes personnes suivant les profils, quoi. Donc voilà. Après, si c'est quelqu'un qui est vraiment buté, qui veut pas en entendre parler, perdez pas votre temps. Allez discuter avec des gens qui sont capables d'entendre ce discours-là, quoi qu'ils en pensent par ailleurs. Je prends la question de Damien L, même si je pense que tu viens en partie d'y répondre. Il dit que tu donnes beaucoup de chiffres. Lui aussi essaye d'en donner lors des débats, mais souvent on lui reproche la provenance de ceux-ci. Est-ce que tu as quelque chose à répondre lorsque l'on balaye ta source, lorsque l'on te répond que tes chiffres ne viennent pas d'un organisme fiable? Ouais, alors bah déjà, peut-être qu'ils ont raison, hein, peut-être que des fois on donne des chiffres qui sont pas fiables. Ça arrive, il y a beaucoup de chiffres qui sont pas fiables qui circulent. Donc il faut pas juste citer un chiffre parce qu'il nous fait plaisir, il faut aussi un peu faire preuve d'autocritique et donner quelque chose qui a de la valeur. Dans le cas de Fourquet et de l'archipel français, là pour le coup, bon, l'IFOP c'est quand même pas un obscur truc bizarre financé par on sait pas trop qui. C'est quelqu'un qui est une assise dans son milieu, quoi. C'est comme à l'époque où Michel Tribala, le démographe de l'INED, avait fait ses bouquins sur l'immigration, alors qu'elle est une radicale socialiste à la base, hein, c'est pas du tout une nana qui vote Front. C'est pareil, c'est les chiffres de l'INED, quoi. Donc c'est des organismes qui sont quand même reconnus pour le sérieux de leur méthode. Donc là, vraiment, refuser ces chiffres-là, bon, bah dans ce cas, on parle plus jamais de chiffres. Pourquoi pas, hein. Mais si on supprime ces chiffres-là, on peut vraiment plus se baser sur aucun chiffre, quoi. Voilà. Une question de UKR Jungen qui dit: il me semble que ce système moderne commence à chanceler en ce moment, ce qui est naturel. Comment pouvons-nous désormais diffuser correctement et de manière appropriée les bonnes idées aux changements nécessaires? Avant de former les autres, déjà, il faut se former soi-même. Il faut mener par l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'une maladie qui infecte nos milieux depuis très longtemps, qui est la paresse intellectuelle. Il faut se forcer à réfléchir, se forcer à discuter, se forcer à lire, à écouter des conférences. Et il faut pas juste, alors ça les gens de nos milieux sont spécialistes, à se faire des bibliothèques entières de bouquins avec lesquels ils sont déjà d'accord. Ça n'a absolument aucun intérêt, c'est-à-dire qu'on va voir un type qui va aller dans une librairie de droite, ou même pas d'ailleurs, et en fait il va se faire un panier, il va acheter 150 € de bouquins dont il connaît déjà le contenu avec lesquels il est déjà d'accord. Ça n'a aucun intérêt en fait. J'ai pas besoin d'un livre pour me confirmer ce que je pense déjà en fait. C'est-à-dire qu'il faut être un esprit fort, comme disait Nietzsche, il faut chercher la résistance, il faut se confronter, quoi. C'est une forme de compétition. Et une fois qu'on a fait sélectionner, qu'on est formé intellectuellement de manière correcte, il faut aller parler aux gens, sans aller les agresser, sans se comporter comme un ayatollah intransigeant, il faut aller leur parler, répondre à leurs questions. Il faut aussi incarner quelque chose de positif, quoi. Il faut pas être une espèce de cassos violent, intenable, il faut pas être une sorte d'autiste qui a peur de regarder les gens dans les yeux, enfin... Il faut qu'on porte nos idées autant que nos idées nous portent. Il faut incarner un petit peu une sorte, allez, soyons raisonnables, d'idéal, sinon héroïque, un idéal un peu citoyen comme dans la cité grecque. Et une fois qu'on est bien formé, après, les gens sont capables de suivre. Et ça demande aussi de l'engagement, du travail, de l'organisation, de la patience, et une grande solidité psychologique, qui est aussi quelque chose qui manque dans nos milieux, qui ont une tendance à se laisser aller au défaitisme assez vite. Voilà. Une deuxième question d'Edith Astier qui dit: au sujet des prénoms, ils sont davantage choisis en fonction des stars, du moment non footballeurs, youtubeuses. Peut-être une perspective historique là-dessus, puisqu'il me semble que c'était pas forcément le cas auparavant. Bien sûr, en fait, alors c'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. Pour le football, c'est très simple, hein. Contrairement à ce que pensent les gens, la France n'a jamais en vérité été une grande nation de football. C'est devenu vraiment un sport de masse médiatiquement avec la Coupe du Monde en 98. Et à partir de là, on voit effectivement l'apparition des prénoms footballistiques. Donc ça suit des tendances culturelles. Youtubeurs, oui. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il y a des youtubeurs qui ont des prénoms un peu particuliers? Ça, je sais pas. Mais effectivement, en fait, ça dépend aussi des stars du moment. Alors, si les stars du moment sont des gens de la télé-réalité, c'est eux qui vont influencer les prénoms. Si c'est des youtubeurs, ce sera des youtubeurs, des chanteurs, et ainsi de suite, en fait. Mais oui, tout à fait, ça fait évidemment partie du paysage, de l'écosystème qui va influencer les prénoms en France, oui. Tom qui dit à propos de ta phrase sur le boulevard des attentes des Français de souche, qui est une notion juste à son sens, pourquoi Marine Le Pen semble toujours prendre le contre-pied de ses aspirations? Moi je suis pas dans sa tête, donc je vais pas me risquer une analyse psychologique douteuse. Il est possible qu'en fait elle ait l'impression déjà d'être la plus radicale sur le champ politique,
et qu'elles se disent si je suis plus radical que ça, en fait, je vais me marginaliser, je vais disparaître et je vais retomber dans le front national des années 80. Peut-être qu'elles se disent ça, je sais pas. Mais j'ai envie de dire, il faut penser au-delà de Marine Le Pen, quoi. Nos idées et notre civilisation en valent la peine. On peut pas tout miser sur quelqu'un en attendant que ça soit pile ou face et que ça tombe sur ce qu'on a choisi. Il faut s'engager, il faut construire des choses, il faut parler aux gens, il faut vraiment faire un travail, chacun à son niveau, chacun selon ses moyens. Voilà, on peut pas se baser uniquement sur un homme providentiel, enfin une femme en l'occurrence d'ailleurs, c'est pas possible. Après, je pense que chez Marine Le Pen, il y a un effet aussi d'héritière. Elle a hérité d'un parti qu'elle n'a pas construit, ce qui est pas du tout la même chose que son père. Elle n'a pas non plus le même itinéraire personnel. Il a été mineur, marin-pêcheur, il a été soldat. Elle a été avocate. Donc voilà. Et c'est quelqu'un en fait d'assez peu politique, Marine Le Pen apparemment. Elle est tombée un petit peu là-dedans par prédestination familiale, plus que par vocation à mon avis. Et il y a le dernier paramètre, je dirais, qui est générationnel aussi. Une question de Lisa34K qui demande si tu es favorable aux statistiques ethniques. Oui, bien sûr, évidemment. Alors après, ça dépend, c'est toujours pareil, comment est-ce qu'on les fait. C'est-à-dire que non seulement il faut être pour, mais il faut les faire pour selon une méthodologie qui soit quand même sérieuse et précise, pour éviter qu'on nous dise ah mais vous voyez on a légalisé les stats ethniques et en fait on les fait n'importe comment avec des catégories complètement biaisées et en fait on s'est fait avoir. Donc évidemment il faut être pour, je veux dire on peut plus se cacher les yeux aujourd'hui et il faut les faire correctement et puis voilà, hein, c'est évidemment un item politique pour l'avenir et je finirai sur cette question là en précisant qu'aujourd'hui vous avez des gens de gauche qui sont pour. Manuel Valls a dit plusieurs fois qu'il était pour les statistiques ethniques, Esther Benbassa de Europe Écologie Les Verts, hein, quand même, qui était pour. Alors non pas parce qu'ils sont de nos idées, évidemment, mais c'est parce que c'est des gens qui ont admis, en fait, le multiculturalisme en France, et pour qui les statistiques ethniques seraient un outil de gestion des communautés. C'est plus facile de savoir si dans la ville que je gère, il y a 27% de musulmans, 14% de catholiques ou je sais pas quoi, c'est plus facile par exemple pour lâcher des subventions, permettre la construction d'un édifice religieux ou quoi. C'est un instrument de gestion politique. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont pour. Nous évidemment, c'est de la gestion on va dire, mais pas de la même manière. Mais effectivement oui, on doit être pour. Oui. Non, très bien. Une question de Antinous qui dit vous avez conclu sur l'importance de faire preuve d'imagination, d'inventer une pensée de droite authentique et moderne. Quels auteurs devraient charpenter cette pensée selon vous? Quelle place accorder aux penseurs traditionnels de la droite comme Evola, Maurras, Barrès, Bardèche ou Bainville? Ok, donc la première partie de la question, quels auteurs devraient charpenter cette pensée? Pour moi il y en a un. Ce qui veut pas dire qu'il faut se limiter à lui, mais il faut commencer par lui. Les gens qui suivent mes conférences savent de qui je vais parler, c'est Guillaume Fay, évidemment. Donc Fay, F-A-Y-E, je vous invite à lire. Si vous ne deviez lire qu'un seul bouquin, ce serait Pourquoi nous combattons, manifeste de la résistance européenne, qui est fondamental. Donc là, on a un puits d'imagination et de nouveauté qui est passionnant. Quelle place accorder aux penseurs traditionnels que tu as cités? Alors je vais les faire un par un. Et voilà, pour moi, ça n'a jamais vraiment été de la politique. C'est de la religion à la limite. C'est pas inintéressant, mais en fait, politiquement, c'est inapplicable, ça n'a aucun sens. Maurras, en fait, n'a jamais été un théoricien politique non plus. C'était un journaliste. Il n'y a pas beaucoup de théorie chez Maurras en réalité. Il y a des mots, il y a des expressions, mais elles veulent. Désolé, elles veulent quand même pas dire grand chose. Et puis c'est quelqu'un qui, à son époque, s'est jamais intéressé à la science économique ni à la sociologie, ce qui est assez aberrant. Aujourd'hui, pour moi, c'est un penseur désuet, très clairement. Il n'y a rien à en tirer. Barrès, c'est plus intéressant pour le côté un peu romantique, mais pareil, c'est pas très politique. Donc là, on commence à voir un peu une régularité chez les penseurs de droite. Bon, Bardèche, je vois pas trop ce qu'on peut en retirer, très clairement. Et Bainville, c'est un historien qui écrit très bien, sa maîtrise de la langue française est très impressionnante. Mais pareil, sur le fond, c'est plus du tout les mêmes enjeux, quoi. C'était, si on était en 1920 et que j'avais fait cette conférence sur la place du village, je vous aurais dit probablement de lire Bainville. Aujourd'hui, je vous dirais peut-être de le lire pour votre culture ou pour la qualité de la langue, mais sur le fond, il y a plus grand chose à en tirer très clairement. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui utilisait aussi des nègres littéraires pour ses bouquins, donc voilà quoi. Des prête-plumes. Oui. Une question d'Elie Tastier, que pensez-vous de l'intégration sociale? L'intégration sociale. Alors si on parle de l'intégration des immigrés dans le corps social, déjà c'est possible, mais à quelques conditions, que les immigrés soient très peu nombreux, que les natifs aient confiance en eux, et qu'ils aient un système légal et culturel qui soit très puissant, et qui en fait, ne nous mentons pas, ne laisse pas le choix aux nouveaux arrivants. Aucune de ces conditions n'est réussie aujourd'hui.
est réunie aujourd'hui, pardon. C'est pour ça qu'en fait on peut plus parler d'intégration, d'assimilation, c'est terminé. Les masses sont beaucoup trop importantes de nouveaux arrivants, donc on peut plus penser en termes d'assimilation, il faut penser en termes d'identité, et penser en termes d'identité, ça implique de penser en termes de remigration. Après, je sais pas si c'est de cette intégration-là qu'elle parlait, mais voilà. Une question qui m'a l'air de déborder un peu du sujet, mais peut-être pas inintéressante puisqu'on parle de la France d'après, celle de Lyonnais 6925 qui parle des militants communistes du PCF. Il dit qu'ils sont plus des opposants réels puisqu'ils sont beaucoup moins nombreux, mais c'est vrai qu'ils ont quand même une influence idéologique considérable, notamment dans certaines castes qu'ils ont noyautées, comme le syndicat de la magistrature et la magistrature d'une manière générale. Il prend l'exemple des policiers qui arrêtent des délinquants 10, 15, 20 fois. Bon, on a parfois tous le droit à une 29e chance, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose pour ça ? Alors, l'idée n'était pas de dire que les communistes ne sont plus des opposants, évidemment ils le sont, mais ils sont des opposants de second ordre aujourd'hui. On n'est plus à l'époque où les chars soviétiques étaient à 2000 km de Paris, c'est fini. Donc il faut comprendre ça. Évidemment, ce sont des opposants, parce que leur vision du monde est antithétique à la nôtre. Ils ont quand même quelques positions de pouvoir, et dès qu'ils y sont, ils font énormément de mal. Je veux dire, les communistes ont toujours été les adversaires de la civilisation et de la justice, donc c'est pas nouveau. Maintenant, il faut remettre les choses dans l'ordre. Donc tu parles du syndicat de la magistrature, qui dans son ADN n'est pas communiste, il est trotskiste. Donc ça va paraître un peu cryptique, mais c'est tout à fait différent, parce que les trotskistes et les communistes se sont toujours haïs d'une façon absolument complète. Et je dirais qu'en fait aujourd'hui le problème va au-delà du syndicat de la magistrature, puisque même dans les syndicats non, on va dire non gauchistes et tout, ces idées-là ont pénétré. Et je pense aussi, ça, bon, c'est plus une opinion personnelle qu'autre chose, mais je pense que quelque chose qui a aussi beaucoup qui a posé beaucoup de problèmes dans la magistrature et dans les décisions qui sont rendues, c'est la féminisation excessive de cette profession, à mon avis, où il y aurait des choses à dire. Mais effectivement, il ne s'agit pas de laisser carte blanche au syndicat de la magistrature, aux communistes ou quoi. Évidemment, ce serait une grave erreur. Mais ce sont des adversaires qui ont perdu de l'importance. Ce ne sont plus les adversaires principaux, à mon avis. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions qui concernent le déclin du christianisme. Je pense qu'on peut en prendre une ou deux, parce que mine de rien, là aussi, c'est quand même constitutif de la France et donc de son avenir et de son devenir. Pub qui demande, par exemple, n'y a-t-il pas une corrélation entre le manque de pratiques religieuses en France et le déclin du Vatican ? Vincent MRF qui demande le programme scolaire actuel n'est-il pas en partie responsable du déclin du christianisme ? L'histoire de France est étroitement liée au christianisme et pourtant ce lien n'est-il pas de moins en moins abordé à l'école ? Est-ce que tu pourrais faire une réponse globale sur ce sujet ? Ouais, alors sur la question du Vatican, ce que dit Fourquet, en fait, c'est qu'en France, le déclin du christianisme arrive avant Vatican II. Ça arrive déjà plusieurs décennies avant, on voit déjà que l'édifice commence à s'effondrer. Alors à mon avis, il faut penser ici en termes, on va dire, sociologiques. C'est-à-dire qu'on sait que quand les gens vivent à la ville plutôt qu'à la campagne, ils perdent en général le sentiment religieux. Plus leurs familles sont réduites, plus ils perdent le sentiment religieux. Donc à mon avis, il y a des raisons concrètes et matérielles, alors qui après peuvent se justifier de façon métaphysique, hein. Mais on va dire à portée immédiate, je pense qu'en fait ça commence avant Vatican II. Je pense que Vatican II a essayé de sauver les meubles. Le truc classique, c'est-à-dire que le pouvoir est contesté, on lâche du lest en se disant la contestation va baisser. En fait, évidemment, c'est pas ça qui s'est passé, c'est juste que maintenant, être rallié à Vatican, en fait, ça consiste à vivre un peu comme n'importe quel gauchiste, sauf qu'en plus, on doit se lever le matin pour aller à la messe, donc les gens ne font même plus l'effort, quoi. Mais à mon avis, ça a commencé bien avant Vatican, de ce que dit Fourquet en tout cas, n'étant pas spécialiste moi-même du christianisme. Et après, sur l'histoire de France, je dirais que c'est pas tout à fait le cas, parce que effectivement, on peut pas faire l'histoire de France sans parler du christianisme, c'est une évidence. À côté de ça, même l'époque républicaine, la Troisième République, qui était très antichrétienne, avec les hussards noirs, n'avait aucun complexe à exalter le sentiment national en France, hein. Je veux dire, vous lisiez les manuels d'Ernest Lavis de la Troisième République, aujourd'hui ça passerait pour des manuels de la plus pure extrême droite, alors que c'est très républicain, pro-révolution française et compagnie, hein. Donc à mon avis, c'est pas tellement que le déclin du christianisme a amené à une désintégration du roman national à l'école, puisqu'en fait même à l'époque où l'éducation nationale était déjà complètement déchristianisée, le roman national existait encore en fait, hein, à mon avis.
Une double question à laquelle tu as déjà en partie répondu, mais on va la reprendre. Donc de Lisa34K qui dit: pensez-vous que l'on peut encore assimiler la jeunesse issue de l'immigration et comment? Et qui va de pair avec la question de Zéphyr: pourquoi parler d'un échec d'assimilation alors qu'une politique d'assimilation n'a jamais été effectuée? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Pensez-vous qu'on peut encore assimiler la jeunesse issue de l'immigration? Non. C'est plus possible. Ils sont trop nombreux, la machine marche plus, on n'a plus confiance en nous. C'est plus possible. Honnêtement, on a depuis très longtemps dépassé ce niveau-là, donc c'est complètement impossible. Il y a des gens issus de l'immigration qui sont assimilés. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, je veux dire, ils le savent. Mais là, il y a une partie énorme des gens qui sont déjà présents qui sont inassimilables, qui sont d'ailleurs en révolte et en d'admettre. On pense souvent qu'en fait, quand il y a une vague d'immigration, la première génération est celle qui s'intègre le moins bien, et plus les générations passent, mieux ça se passe. Et en fait, empiriquement, dans tous les pays où on le mesure, c'est l'inverse intégral qui se produit. C'est les premiers arrivants qui s'intègrent le mieux, en fait parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Et en fait, leurs gamins s'intègrent de moins en moins bien, parce qu'en fait, ils se sentent pas vraiment chez eux ici, et en même temps, ils en veulent à leurs parents d'avoir déserté leur pays d'origine, et du coup, ils ont un conflit de loyauté énorme. Et c'est typiquement toutes les racailles qui ont jamais foutu un pied au Maghreb, mais qui vont te dire mon pays c'est l'Algérie, je t'encule, etc. Machin. Voilà. Donc ça c'est pour moi non. La parenthèse de l'assimilation c'était fini là, c'est complètement fini depuis au moins 20 ans voire 30 ans. C'est terminé. Et après la question de Zéphyr, si l'assimilation, si là pour le coup non, désolé, je pense que tu as vraiment tort. Elle a été menée si tu regardes un peu l'histoire de France, hein, du système scolaire, du système légal et compagnie. La France a mené pendant longtemps une politique très volontariste d'assimilation, mais cette politique n'a jamais été très efficace. C'est-à-dire que même avec les Italiens, alors que les Italiens c'est vraiment le peuple européen qui est le plus proche des Français à tous les niveaux, même avec les Italiens ça a été difficile. Pierre Milza en parle. Je crois que sur les Italiens arrivés entre 1860 et je crois que c'est 1914, il me semble. Je crois que en gros il y en a un tiers qui sont restés, un tiers qui sont restés en France, un tiers qui retourne en Italie, un tiers qui se barre ailleurs, quoi. Alors qu'à l'époque l'assimilation était extrêmement violente. Donc ça a été essayé. Mais aujourd'hui de toute façon, dans les conditions actuelles, ça ne pourrait même plus essayer. Donc c'est pas une question de vouloir ou pas, on ne peut plus. Donc vu que ce n'est plus possible, ce n'est pas souhaitable. Une question de Damien L. Que penses-tu de la fameuse solution du service militaire obligatoire pour rebooster le patriotisme et une hypothétique assimilation? Alors ça, Fourquet en parle dans le bouquin, il dit en gros que la disparition du service militaire a empêché en fait le brassage des catégories sociales. Ça j'y crois, je pense que c'est vrai. Cela étant dit, je ne pense pas que le corollaire de cet énoncé ce soit de dire du coup il faut remettre le service militaire obligatoire parce que ça referait du sentiment, ça ferait de l'assimilation quoi. Je pense pas que la solution aujourd'hui consiste à apprendre aux racailles de banlieue à se servir d'une arme à feu, hein. Je ne suis pas de Villiers, donc je pense que c'est un peu une solution qui n'a plus de sens aujourd'hui, ce qui est malheureux parce que dans un vrai pays ce serait effectivement une solution. On se dirait chacun donne de son temps et de sa motivation pour apprendre à défendre la patrie, ce qui est une très belle idée. Mais je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus réaliste, ce n'est plus faisable. C'est une rustine sur une jambe de bois. C'est-à-dire que là, c'est plus possible, quoi. Le problème est beaucoup plus profond que simplement leur demander. Et puis on sait très bien. Admettons, on remet un service militaire obligatoire. Aujourd'hui, ce sera quoi? On va remettre 3 semaines, 3 mois. Désolé, hein, mais je pense que c'est vraiment suranné comme solution. Une question de Monty Burns qui dit rémigration, mais sous quels critères? D'échéance de nationalité, test de connaissance ou assimilation, j'imagine, réussie? Les mesures sont toutes indiquées dans un bouquin qu'on a publié aux éditions ID il y a plusieurs années, qui s'appelle 30 mesures pour une politique d'identité et de remigration, dans lequel on explique tout, en fait, 30 mesures, tu vas du point A au point B, comment faire une politique d'identité et de remigration. Alors je peux donner quelques exemples, je n'ai pas les 30 en tête, mais je peux en donner quelques-unes. Déjà, ça passe en gros par 2 volets. On coupe le robinet et ensuite on commence à écoper la baignoire en fait. Hein. Donc on arrête le robinet, c'est-à-dire par exemple on arrête l'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans. On surveille beaucoup plus les mariages blancs. On surveille beaucoup plus les visas pour les étudiants. On arrête intégralement les naturalisations pendant 10, 20, 30, 40 ans, c'est possible. Et après pour
rapatrier les gens chez eux, c'est simple, hein. Déjà, les criminels qui ont la binationalité, bah, c'est pas compliqué, des chances de nationalité française, retour au pays. Et si les pays d'accueil veulent pas les prendre, bah, c'est pas compliqué, on leur dit on arrête l'aide au développement jusqu'à ce que vous dites oui. Bon, là, ils vont dire oui, hein. On peut innover, hein, pour le coup, c'est pas très dur. En Suisse, je sais qu'ils font des tests de voisinage pour savoir si les voisins sont assimilés. Le problème de ça, c'est qu'en France, effectivement, hein, si vous allez en Seine-Saint-Denis et que vous dites votre voisin il est assimilé, tout le monde va répondre oui, parce que effectivement, il est assimilé à la culture dominante en Seine-Saint-Denis. Ça va pas beaucoup nous aider, quoi. Mais les mesures existent, on les a dans le bouquin. Voilà, je te conseille de les lire, ça va beaucoup t'éclairer. Une question d'Antinous qui demande si tu encourages les militants à intégrer le système pour le subvertir de l'intérieur. Et êtes-vous, les identitaires, êtes-vous présents dans les grandes écoles? C'est l'éternelle question. Est-ce qu'on fait de l'entrisme? Bah, en fait, c'est simple. Admettons un militant chez nous qui est militant dans une grande école, je vais jamais lui dire lâche tes études pour militer, évidemment. C'est toujours bien d'avoir des gens qui sont intégrés dans le système pour être puissants, évidemment. Après, c'est jamais facile de faire ça. Il y a toujours le risque aussi de se renier. Je pense qu'il y a comment? Il y a des personnalités différentes qui ont des fonctions différentes et qui ont des destins différents. Il y a des gens qui ne pourront jamais faire de l'entrisme parce qu'ils se perdront en chemin. Et il y a des gens qui, au contraire, n'auront aucun problème à cacher leur jeu pendant 30 ans. Ça dépend vraiment. Mais s'il y a des gens qui peuvent intégrer tout en étant utiles, oui, évidemment, allez-y. Évidemment, allez-y. Il nous faut des élites, il faut des gens formés, il faut des gens structurés, il faut des gens qui ont du réseau. C'est fondamental. Mais il faut toujours garder un pied dans la radicalité et un pied dans la normalité. C'est super important. On peut pas avoir les deux pieds dans l'un, sinon c'est soit on se vend, soit on s'exclut. Mais il faut toujours avoir les deux. Ouais. Une question de Talion qui parle de remigration et qui dit est-ce que vous pensez que cela peut se faire sans guerre civile? Donc tu as déjà évoqué le livre 30 mesures pour une politique d'identité et de remigration, mais je te laisse développer. Ouais, oui, tout à fait. Bah, c'est toujours pareil, hein, si cette politique-là, on la met... si on l'amène dans un siècle, ouais, ça va être très compliqué. Si on l'amène dans 20 ans, en réalité, ça se fera bien. Je veux dire, n'importe qui connaît par exemple les Maghrébins, c'est que ils font les malins, et puis quand vous êtes un peu le premier à résister, que vous n'êtes pas tout seul, ils se mettent à bafouiller en chinois, quoi. Donc pour moi, ce sera un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on aura pris le contrôle, qu'il y aura un État, on va dire, qu'il y aura des positions et un plan de route identitaire et qui va affirmer ces positions-là en disant bah voilà, ça peut plus marcher, on peut pas vivre ensemble, c'est évident que ça marche pas, il faut arrêter ça, et vu qu'on est chez nous, c'est nous qui allons rester, vu que vous êtes pas chez vous, c'est vous qui allez partir. En vrai, ça se fera. Ouais, donc effectivement, il y aura des gens qui vont résister, il y aura peut-être quelques confrontations violentes, mais je pense pas du tout, mais alors ça, je n'y crois absolument pas, au scénario de la poudrière où ça part en énorme guerre civile globale, ultra meurtrière. Enfin, ce sera pas Fallout, quoi, hein. Faut quand même, on n'est plus à cette époque-là. C'est parce qu'il faut aussi bien comprendre que l'intérêt d'une politique de remigration, c'est des mesures aussi qui jouent sur le volet économique, sur le volet culturel ou religieux. Le but, c'est aussi de couper les appels d'air pour qu'en fait, le fait de rester ici ne soit plus une solution pour eux. C'est-à-dire que même dans leur intérêt, ils devront partir. Ils le comprendront. Il y aura peut-être des récalcitrants, mais ils sont très minoritaires. Pour moi, ce sera absolument pas un problème. Une question d'Arthur Tolosa. Est-ce que tu recommandes les livres d'Éric Zemmour? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, peut-être un en particulier? Peut-être en particulier... c'est compliqué. Peut-être Destin français. Parce que c'est celui dans lequel où il développe un petit peu plus l'idée que la France devrait être une nation à l'avant-garde de l'Europe. Qui pour moi est une idée très intéressante quand on est identitaire et français. Plus que le suicide français, alors que je recommande quand même, hein, attention, mais où il y a un peu le problème où pendant 550 pages, on se lamente sur l'état du pays. C'est un peu facile comme posture, c'est le bonheur de se faire du mal, quoi. C'est pas forcément très positif. Mais Destin français, pour le coup, je trouve, à mon avis, c'est son meilleur bouquin. Ouais. Oui, Zemmour, c'est très accessible. Il a une plume classique, mais qui est belle. Il écrit bien, c'est bien renseigné, et c'est quelqu'un qui parle tout en sachant que les gens à qui il s'adresse ne sont pas forcément des spécialistes. Donc moi je conseille tout à fait, ouais, Destin français. En plus il parle un peu de sa biographie personnelle dedans, donc c'est toujours intéressant.
C'est une question qui sort un peu du cadre de la conférence, mais je vois que plusieurs personnes sont en train d'écrire, donc il y aura d'autres questions qui arriveront. Est-ce que tu peux dire ce que tu penses de Julien Rogy ? Je l'ai jamais rencontré, donc je le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai vu, de ce qu'il a fait, je pense qu'il fait du bon travail. Je pense que c'est quelqu'un qui est un atout positif pour notre milieu. Il donne un bon exemple à mon avis. C'est un type qui a un parcours qui est intéressant. Après, voilà, quoi dire d'autre? Oui, si, pour moi, oui, je suis pro Rochdy, oui, très clairement. Alors après, on peut toujours avoir des réserves sur son caractère ou quoi, mais pour moi, ça, c'est pas très intéressant. C'est un peu du closer, mais sur son travail, je trouve que c'est bien. J'ai pas lu son premier bouquin, Le Marteau. J'avais lu son bouquin sur Nietzsche, qui, à mon avis, est une très bonne introduction à Nietzsche si on n'y connaît rien et qu'on n'a pas fait d'études de philosophie. Donc son Nietzsche actuel, ou Nietzsche et l'Europe, je sais plus comment il s'appelle, c'est un bouquin que je conseille, il est bien foutu, ouais. Eh bien, c'est Nietzsche actuel, suivi de Nietzsche et l'Europe, donc bravo, sans faute. Merci. Une question de Louis Muriati qui dit: que dire aux Français assimilés? Alors, vu le reste de la question, j'imagine que ce sont les Français assimilés à l'envers. Qu'en faire et qu'en penser? Ils sont nombreux quand même. Qu'en faire, qu'en penser? Déjà, il faut prendre toujours pareil le problème à la racine. Pourquoi y a-t-il des Français assimilés aux immigrés? Bah, c'est tout simplement parce que si vous n'exaltez pas votre propre culture, forcément c'est un jeu à somme nulle, hein, c'est la culture adverse qui prend le pas. Donc quand vous reprenez le pas, c'est là que ça va se faire. Et c'est aussi parce qu'ils vivent parmi eux, et parce que vous avez tout un environnement culturel en fait qui va faire la promotion permanente de ces choses-là. Alors là, ça nous amène sur des questions vastes, mais par exemple, la droite a souvent tendance à dire si on était au pouvoir, on arrête de financer le ministère de la Culture, par exemple. Alors au début, on aime bien parce qu'on se dit bah putain, ces intermittents, ils vont enfin être foutus au boulot. Mais c'est un peu primaire comme réponse. C'est plus intéressant de se dire, vu le pognon qu'il y a dans la culture, est-ce que ce serait pas intéressant de financer des projets qui parlent de notre culture, de notre histoire, de nos valeurs, de nos héros? Je pense que ça pourrait plaire. Pareil, si on refait les programmes de l'éducation nationale, s'ils ont eu autant d'influence dans un sens, ils peuvent en avoir autant dans l'autre aussi. Évidemment, c'est des chantiers à long terme, ça se fera pas en 2 semaines. Voilà. Après, oui, je suis désolé de l'admettre, hein, mais il y a des Français assimilés à l'envers. Bon, on peut plus rien faire pour eux, mais je veux dire, faut toujours penser aux générations suivantes. Il y a toujours un combat à mener, toujours. Une question de Yokar qui dit: selon vous, quand aura lieu le prochain grand changement au niveau politique et ethnique en 2022? Alors, ça dépend en fait de ce qu'on appelle le grand changement. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura un changement en 2022. Alors, c'est une opinion personnelle, hein, ça ne représente rien, personne d'autre que moi. À mon avis, en 2022, Macron repasse. À mon avis, ça va être l'occasion de refaire un énorme aggiornamento pour le Front, enfin pour le Rassemblement National. Et là, c'est le moment en fait où ils auront un choix, c'est soit de devenir effectivement le parti qui portera sur ses épaules le destin de la France, ou de refaire un travail qui, à mon avis, n'est pas suffisant, et où du coup, bon voilà. Donc ça pourrait être en 2022, mais on pourrait aussi déplacer la question en disant que peut-être, du coup, si le changement n'est pas fait en 2022, peut-être qu'un challenger populiste et identitaire arrivera en 2027. Après, le changement ethnique, il se fera pas en 2022, il se fera beaucoup plus tard. Quand on regarde les projections, c'est toujours entre 2050 et 2060, pour que les immigrés les étrangers, les extra-européens deviennent plus nombreux que les Français. Sachant que même à ce niveau-là, même de manière électorale, c'est pas perdu, parce qu'en fait, on sait très bien que les immigrés votent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les Français de souche, parce qu'ils s'en foutent, hein, éperdument. Donc même en minorité, vous pouvez gagner des élections quand même. Ça, faut l'intégrer aussi. Donc là, à nouveau, on a plusieurs questions. Je vais sélectionner celles qui restent dans le thème de ta conférence ce soir. Donc, à quoi ressemblera la France de demain? Une question de Le Tums. Que penses-tu de la vision qu'Oberton expose dans Big Brother et dans Éloge de la Force? Ne trouves-tu pas sa vision excessive ou au contraire très réaliste? J'aurais aimé te répondre, mais malheureusement, j'ai pas lu les 2 bouquins, donc je peux pas te dire. J'ai écouté des interviews qu'il a données sur la France Big Brother, où il parle de conditionnement social, et je trouve qu'il a 100% raison. Effectivement, on est complètement là-dedans, dans la domestication, l'autocensure permanente, où chacun est son propre commissaire politique, où il y a des méthodes de contrôle social qui sont à la fois violentes et discrètes. Je pense que c'est tout à fait vrai. Évidemment, ça va aller en s'amplifiant. Mais ce qu'on peut voir, à mon avis, avec ce que fait Emmanuel Macron, avec les lois fake news, les lois Avia, sécurité globale, la répression contre les gilets jaunes, c'est qu'en fait le contrôle social va être de plus en plus évident et de plus en plus physique. Ce qui a au moins un intérêt,
c'est que du coup il est clair. Et ça éclaircit le rapport de force. Ça dresse les lignes de fracture très clairement. Et ça c'est toujours bien. On a une époque qui est très complexe, qui est très floue. Tout ce qui amène de la clarté, de l'honnêteté, de la simplicité est bon à prendre. Donc voilà. Après sur ce qu'il dit dans L'éloge de la force, je l'ai pas lu, donc je sais pas. Une question de Charles Martel, c'est gentil de nous rendre visite. Sera-t-il possible de mener une politique identitaire et de rémigration en France avec la politique immigrationniste de l'Union européenne et des ONG internationales qui nous scrutent à la moindre faute? Alors, là, il y a deux choses très différentes. L'Union européenne et les ONG n'ont pas du tout, au contraire, la même politique. C'est-à-dire qu'indubitablement, les ONG sont ultra-immigrationnistes, il n'y a aucun doute là-dessus. On en connaît tous plusieurs, voilà. Ce que Orban a montré, c'est qu'on peut lutter contre les ONG. Alors que lui, c'est la Hongrie. Je veux dire, géopolitiquement, la Hongrie, c'est rien du tout. Même économiquement, ça compte pas, quoi. Pourtant, il a réussi à lutter, par exemple, contre l'Open Society, des choses comme ça, à pointer du doigt les ONG. Donc nous, en France, si on le faisait, ça aurait un poids énorme. Après, sur l'Union européenne, on parle de politique immigrationniste de l'UE. Il faut quand même rappeler que c'est la France toute seule, toute souveraine, qui a organisé sa propre invasion. Le regroupement familial 75-76, il n'y a pas Schengen, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est-à-dire que, comment dire, tous les arrêtés du GISTI, de la CIMAD, de toutes ces organisations-là qui ont donné des droits délirants aux migrants, aux clandestins et compagnie, elles n'ont pas été mandatées par l'UE. C'est-à-dire que nous, on fait très bien le boulot tout seul pour saboter notre pays, d'autres l'ont fait. Donc c'est pas vraiment la question de l'UE. La vérité, et ça beaucoup de patriotes français ne sont pas prêts à l'entendre, je peux comprendre, mais à mon avis c'est une mise à jour à faire aussi. L'UE, c'est un véhicule qui, entre deux bonnes mains, peut être très puissant. Donc il y a des choses, évidemment, dont on n'a pas besoin. Je veux dire, l'Eurovision, bon, on s'en fout complètement. Il y a des choses à refaire, hein, évidemment, c'est pas la question. C'est un outil à rénover. Mais l'idée d'avoir une organisation supranationale avec des prérogatives particulières, enfin des compétences et un budget particulier, pour la question migratoire, au contraire, ça peut être une arme absolument formidable. Frontex, ça peut être la meilleure arme pour la reconquête de l'Europe à venir, quoi, très clairement. Même si dans l'état actuel, on est d'accord que l'UE ça vaut pas grand-chose, hein, c'est pas je ne conteste pas ça. Mais je pense que c'est pas la même chose. La politique menée par l'UE et la politique menée par les ONG, pour moi, c'est pas sur le même plan. En attendant des questions qui reviennent plus sur le sujet de ta conférence, on va prendre celles qui sortent de ce cadre. Et il y a Lisa34K qui demande si couper toutes les aides sociales aux délinquants pourrait être une alternative à la remigration. Oui. Enfin, ce sera pas une alternative, ce sera une mesure qui s'inscrira dans le cadre de leur immigration. Mais oui, bien sûr. Je veux dire, pourquoi devrait-on subventionner les associations immigrationnistes? Pourquoi devrait-on subventionner des associations qui vont apprendre à des mecs à faire du jumbé en prison, je sais pas quelle connerie, quoi. Enfin, évidemment que ça n'a rien à faire, évidemment que ça ne doit pas être payé par le contribuable. Voilà, mais ça s'inscrit dans une politique de remigration. Encore une fois, la remigration, c'est un ensemble de mesures. C'est pas juste un truc. C'est pas juste on va chercher les gens et puis on leur dit tu fous le camp. C'est un ensemble de mesures qui se fait à long terme. Une politique de remigration, ça se fait pas en 2 semaines. Hein. Ça se fait en 5, 10, 15, 20 ans. Mais je veux dire, la reconquête de l'Espagne, ça a pris 8 siècles, ça s'est fait quand même. Hein. Donc aujourd'hui, avec des avions à réaction, on devrait aller un peu plus vite, quoi. Une question de Canbep qui dit est-ce que tu aurais un avis sur le travail de la nouvelle librairie? J'ai d'autant plus un avis que j'y ai fait un stage et que je les connais très bien. Ils font de l'excellent travail. Il faut y aller, il faut les soutenir. Ils ont lancé un site internet pour faire des achats dessus. Plutôt que d'acheter sur Amazon, acheter à la NL. En plus, le libraire Alexandre est très sympathique. Il a une culture énorme, il pourra vous aiguiller. Si vous êtes à Paris, passez y faire un tour. Il y a plein de choses très très bien. Donc ouais, c'est une des meilleures initiatives du milieu depuis longtemps. Donc c'est très 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 important de soutenir la nouvelle librairie. C'est de l'excellent travail qu'ils font. Et de l'excellent travail qui se double d'un travail d'édition puisqu'ils éditent eux-mêmes des livres qui sont eux aussi à lire. Une question d'Antinous qui dit quel système économique pour accompagner et soutenir la reconquête nationale? L'économie de marché est-elle la meilleure option? Alors c'est un vaste sujet, je sais pas si tu peux... Bon, je suis pas économiste, hein, donc je vais pas faire le mec en 250 points précis, ça n'aurait pas de sens. À mon avis, on peut dresser des grandes lignes. La première, c'est que on a bien vu que le socialisme pur ou le libéralisme pur, ça marchait pas. Donc la question, c'est plus vraiment des questions de nature idéologique. Ce qui veut pas dire que c'est des questions de nature purement technique. Mais il y a des choses, aujourd'hui, on est en mesure de constater qu'elles ne fonctionnent pas. Donc on est en mesure aujourd'hui de constater qu'un système basé sur le libre-échange, c'est dramatique.
Et même des grands économistes l'ont reconnu. Je veux dire, Maurice Allais, qui était prix Nobel, l'a reconnu. Paul Krugman, alors qui aujourd'hui est un vendu intégral, il y a une époque où il avait pensé à se lancer dans le discours anti-libre-échange. Ça commence à faire son chemin. Je veux dire, les grandes nations industrielles, le Japon, l'Allemagne et l'Amérique, ont toutes fait leur beurre en étant très protectionnistes. Donc le protectionnisme, évidemment, pour moi, ça a de l'avenir. Et à mon avis, économiquement, c'est un système qui est plutôt mixte, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on fout la paix aux gens d'un point de vue fiscal, mais avec un filet de sécurité sociale pour que les gens qui n'aient pas de bol finissent pas au fond du trou, évidemment. Voilà, après je pense pas que ce soit une bonne chose que la sécurité sociale rembourse les opérations de changement de sexe ou le Doliprane, pour moi bon, c'est peut-être pas fondamental. Voilà. Mais en gros, pour moi c'est une économie mixte et qui est basée sur la capacité concrète aussi. Un truc tout bête. Quand vous êtes sur une économie extrêmement accumulatrice, la loi, on va dire la loi de l'accumulation fait qu'en gros vous devez déménager tout le temps pour trouver le meilleur boulot. Les gens qui déménagent tout le temps deviennent des déracinés. C'est aussi un facteur d'érosion de l'identité, très clairement. Donc une économie décentralisée, c'est intéressant pour permettre aux gens d'avoir des racines, d'être dans un endroit, d'avoir des familles, des amis, des cercles de connaissances et de faire des vraies communautés humaines de gens qui ont une identité forte, qui en sont conscients et qui en sont conscients et qui la défendent. À mon avis, il y a autre chose aussi, il faut se poser la question comment faire pour avoir une économie qui a des salaires élevés. Parce que quand on n'a pas des salaires élevés, on peut pas élever une famille. Et une nation qui ne prend pas soin de ses familles, elle ne prend pas soin de son identité non plus. Voilà, donc c'est des grandes lignes, encore une fois, je suis pas spécialiste, donc je vais pas me lancer dans des explications vaseuses, mais quand on est un peu intuitif, je pense qu'on perçoit un peu les grands principes à retenir, quoi. Voilà. Une nouvelle question d'Antinous qui te demande quel roman de littérature française conseiller à un jeune pour qu'il éprouve la grandeur de notre héritage culturel et civilisationnel. Alors, il dit que tu n'as pas le droit de répondre faille, ce qui va te handicaper un petit peu, mais moi je t'autorise à en citer plusieurs. Ok, alors plusieurs. Sacrée question. Je dirais Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, qui est un de ses ouvrages les moins connus et qui est magnifique. Parce qu'en fait, il parle pas du tout de politique ou de la République ou tout, c'est juste une histoire d'héroïsme comme il savait en raconter, donc je conseille. Mince, j'en avais en tête, j'ai oublié. Ah, saleté. Les Déracinés de Maurice Barrès, pour le coup on parlait de Barrès avant. Les Déracinés, c'est un roman qui est formidable. La plume est claire. Alors il y a beaucoup de personnages, donc c'est pas évident au début de se souvenir de tout le monde, mais c'est vraiment une ode à la France qui a pu exister et à l'amour vraiment charnel et sincère de la patrie. C'est absolument magnifique. Oui, il y en a plein, je veux dire, on pourrait aussi citer, même si c'est... Oui, c'est de la littérature Ceux de 14 de Maurice Genevoix, qui raconte en fait tous les souvenirs qu'il a pu récupérer, qu'il a eu lui-même, sur les combattants français de la première guerre, et qui est une œuvre magistrale. D'ailleurs, il y a peu de temps, Maurice Genevoix a été inhumé au Panthéon, bon, je sais pas si c'est une très bonne chose, mais en tout cas, ça existe, donc Ceux de 14, ça s'appelle, que je conseille, qui est une grosse lecture. Et après, si on peut sortir de la littérature française, mais c'est un livre qui est en français, c'est un de mes romans vraiment que j'adule le plus, c'est Les Réprouvés d'Ernst von Salomon, qui raconte en fait toute l'épopée des corps francs en Allemagne et dans la Baltique, dans l'entre-deux-guerres, qui est un ouvrage remarquable, qui est bourré de citations exceptionnelles de page en page. Enfin, c'est vraiment un livre qu'on n'oublie pas, quoi. Donc voilà. Une question de Cerclase. Vu la part de Français déculturés ou assimilés à l'envers, faut-il se préparer à l'éventualité où nous ne pourrions plus prendre le pouvoir à temps ? Et si oui, comment ? Alors, en soi, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même phrase, il faut se préparer pour le pire et espérer pour le meilleur. Donc effectivement, il faut se préparer à la possibilité où nous ne pourrons plus prendre le pouvoir à temps. Mais ça me paraît prématuré, pour être très honnête. Aujourd'hui, la situation est effectivement critique, mais elle n'a jamais été aussi féconde pour nous. C'est évident, en fait. Aujourd'hui, il y a tout un tas de scénarios positifs pour nous. Je veux dire, contrairement à ce que beaucoup pensent, les élections, c'est tout à fait gagnable. Peut-être pas avec ces gens-là, mais en tout cas, c'est gagnable. Et puis même si c'est pas gagnable avec les élections, je veux dire, notre civilisation, on a tellement bavé que des dealers de shit de Seine-Saint-Denis, ça va, on va pouvoir gérer quand même. En fait, ils sont forts parce que nous sommes faibles. C'est pas des vrais ennemis terrifiants. Je veux dire, à l'époque où on était contre le bolchevisme, ça ouais, c'est vraiment terrifiant parce que t'as des armées de millions de mecs qui vont tout cramer. D'accord.
nos ennemis actuels nous paraissent forts parce qu'en fait nous refusons de nous battre en fait. Mais ça peut paraître naïf ce que je vais dire, mais je sais que ça ne l'est pas. J'ai aucun doute qu'à la fin c'est nous qui gagnerons. Voilà. À la fin c'est le bien qui gagne toujours. Donc voilà. Plusieurs personnes sont en train de taper ce que j'espère être des questions, donc si tu veux bien rester avec nous un peu plus longtemps. Bien sûr, bien sûr. Alors, quel parti politique en France est le plus proche de vos idées? De la question d'Artus. C'est très simple, hein. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, parce que c'est le seul parti qui arrive à la fois à avoir des électeurs et à parler d'immigration, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas, qu'il faut s'empêcher de critiquer ou d'analyser ce parti. Je veux dire, rien n'est suffisamment noble pour échapper à la critique, donc on doit toujours critiquer, juger, analyser, travailler, réfléchir. Le Rassemblement national n'est pas une exception. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, c'est le seul parti qui porte au moins un peu nos idées. Et puis il faut pas oublier que les gens critiquent Marine et tout ça, à raison à mon avis, mais c'est une opinion personnelle. Il y a beaucoup de cadres très intéressants au Rassemblement national, donc c'est aussi pour eux que le parti est important. Une question d'Arthur Tolosa. Aurais-tu un avis sur Nicolas Dupont-Aignan? Alors il est un peu. J'ai un peu du mal à me faire une opinion sur ce gars-là, parce que de ce que je sais, c'est comme un peu un aventurier de la politique. Alors j'ai toujours du mal avec ces hommes politiques-là. Est-ce qu'il croit vraiment qu'il a un destin national? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il peut rien faire d'autre? Est-ce qu'il attend d'être un pion pour en fait forcer la main du Rassemblement national à lui filer une place? C'est compliqué quand même. Bon, je pense que dans l'état actuel des choses, il y avait une période, je sais pas si vous vous souvenez, en 2000... je sais plus quand c'était, je crois que c'était 2018. Où il y a eu un virage populiste du Dupont-Aignan qui était pas mal, où il allait vraiment au charbon face aux journalistes, il parlait de grand remplacement et tout. Enfin, le mec assumait, c'était assez génial. Et le problème en fait, c'est qu'il s'est fait taper dessus, ce qui était prévisible, et en fait il s'est recroquevillé quoi. Et depuis, je sais pas trop ce qu'il fout. Alors, il fait plein de vidéos ces temps-ci, c'est bien, mais pour moi non, je pense pas qu'il fasse l'affaire malheureusement, mais si je pense pas que ce soit un mauvais personnage au demeurant, je pense juste que c'est un peu triste à dire, mais à mon avis, je pense pas qu'il ait les épaules, quoi. Une question de Monty Burns. Est-ce que tu aurais un avis sur Henri de Lesquen? Oui. C'est marrant parce qu'Henri de Lesquen, c'est un mec qui pense qu'il fait de la politique. En fait, il fait que de la métapolitique. Il fait du trolling, il invente des expressions, il fait des vidéos de mèmes sur YouTube. Ça peut être marrant quand t'es un petit jeune qui se politise et tout. Mais il y a un stade, à mon avis, il faut quand même dépasser Henri de Lesquen, c'est quand même pas très sérieux, tant sur le fond de la forme, sur le fond que sur la forme. Le national-libéralisme, c'est comme une vieille chouette, ça veut pas dire grand-chose. L'idée que l'Europe en tant que civilisation n'existe pas, ça me paraît assez aberrant. L'idée qu'on participe au même groupe ethnique que les Arabes, je trouve c'est délirant. Non, enfin... Bon, je sais pas, il est marrant, hein, il est rigolo, mais pour moi c'est pas un personnage très sérieux, quoi. C'est pas un mec qui a un destin en vrai. En fait, pourquoi de Lesquen se met à troller en jouant mec d'extrême droite? En fait, c'est parce qu'il est à la retraite, il s'embête et il est plus à Radio Courtoisie. Donc pour passer le temps, il troll sur Internet, quoi. Donc quelque part, il pourrait être sur le 18-25 même s'il a 75 ans, quoi. Ce qui est plutôt marrant, hein, mais bon. Une question d'Antinous qui demande si un engagement sincère pour la France est possible sans une foi catholique ardente. Je te ferai une réponse égocentrique en prenant mon cas personnel. Oui, je ne suis pas chrétien, je n'ai pas la foi, et pourtant je m'engage à fond. J'ai déjà pris des risques. C'est pas toujours simple, même si j'ai pas à me plaindre. Donc oui, pour moi évidemment, c'est évidemment possible. Je veux dire, on sait bien que Napoléon n'était quand même pas très croyant. Bon, il a tout donné, hein, donc bien sûr que c'est possible. Mais je pense aussi que si je vais un peu retourner la question, je pense que quelqu'un qui a une foi catholique ardente, si elle est sincère, je ne pense pas qu'il ne puisse pas s'engager pour la France. Voilà. Donc je pense que tous les catholiques ardents, sincères et responsables ont leur rôle à jouer dans la reconquête, mais qu'il y a aussi tout un tas de patriotes qui ne sont pas croyants qui ont leur rôle à jouer, à mon avis aussi, hein, très clairement. Il y a une question de style nucléaire, mais on va d'abord prendre celle de Magnus, puisqu'elle s'inscrit dans la conférence de ce soir. Le problème sécuritaire en France, dû pour beaucoup à l'immigration, est la cause d'une politique laxiste au niveau judiciaire. Comment inverser cette tendance dans une société gauchiste? Penses-tu que cela peut changer avant une victoire dans les urnes?
Alors, comment inverser dans une société gauchiste? Ça va pas être évident. Alors, à mon avis, il y a deux questions séparées, donc qui appellent à deux réponses. La première, alors ça c'est un truc que je prédis dans ma tête, je la verbalise ce soir et je prends le risque de me tromper. Je pense que si Macron va repasser en 2022, ce qui va être le cas, il va mener une politique sécuritaire. Pas une politique identitaire, attention, c'est très différent, mais une politique sécuritaire, parce qu'en fait il aura pas le choix, parce que tout va péter de partout, donc forcément il va être obligé de refaire un peu du sérieux, quitte pourquoi pas à purger une partie de la magistrature, hein, je veux dire, à dire on peut plus, c'est pas possible. Il faut quand même pas oublier qu'à l'échelle globale, Macron passe pour un président islamophobe et sécuritaire. Faut quand même pas l'oublier. Ce qui n'est pas, enfin, ce qui est ni une mauvaise ni une bonne chose d'ailleurs. Donc je fais le pari que pendant son deuxième mandat, il fera une politique judiciaire parce qu'il n'aura pas le choix, ce qui du coup nous facilitera le boulot le jour où on prendra le pouvoir, parce que du coup ça veut dire que ce sera faisable. Penses-tu que cela puisse changer avant une victoire dans les urnes? Bah oui, du coup en fait quelque part ça répond un petit peu. Après, encore une fois, le but en tant que militant AGI, c'est pas de vouloir une politique sécuritaire, c'est de vouloir une politique identitaire. Il y a quand même une nuance, c'est que c'est parce qu'on ne mène pas une politique identitaire qu'on est obligé de mener une politique sécuritaire. C'est-à-dire que quand tu t'empêches de renvoyer chez eux les gens qui foutent la merde, t'es obligé de réduire les libertés de tout le monde. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que mettre des flics partout qui ont le droit de fouiller ton sac en permanence, de te poser des questions, de te retenir 48 heures en garde à vue sans le justifier, moi ça me fait pas rêver, tu vois, les sociétés policières, ça me fait pas rêver, j'ai pas envie de vivre dans le tiers-monde. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est précisément de mener une politique identitaire de remigration pour qu'on puisse à la fois avoir ce qu'on a toujours eu en Europe, c'est-à-dire à la fois l'ordre et la liberté. Je veux dire, l'Europe, on a toujours réussi à avoir ce cocktail-là, plus ou moins. On n'a jamais été des sociétés ni despotiques ni anarchiques. C'est notre cocktail à nous, on doit en être fiers, et on n'a pas à se satisfaire de solutions tiers-mondistes où on doit vivre sous la botte d'une tyrannie, tout ça parce qu'elle nous empêche de nous faire agresser dans la rue. Que ça me semble pas être une solution viable. Voilà. Donc Style Nucléaire, Serio 10 et Antinous qui posent trois questions un peu similaires puisqu'ils veulent t'interroger sur trois personnalités de droite, éventuellement des candidatures alternatives à celle de Marine Le Pen. Donc Jean Messia, Zemmour, Charles Gave, est-ce que tu as des opinions sur ces gens? Jean Messia, je trouve que ça sert à rien de taper dessus, c'est stérile. Je pense que c'est un gars qui, une fois qu'il aura quitté le Rassemblement, n'aura plus vraiment de destin politique, hein, un peu comme Florian, Philippot. Je pense que c'est pas important de s'intéresser beaucoup à lui, je pense pas qu'il ait de destin, donc le sujet est clos pour moi. Zemmour 2022, beaucoup de gens en parlent. Moi, je suis très surpris que les gens veuillent mettre un journaliste aux commandes du pays. Enfin, c'est pas du tout la même chose d'être un journaliste que d'être un homme politique. Mais après, j'en sais rien, si sa candidature sert à quelque chose, qu'il le fasse. Mais les qualités d'un journaliste ne sont pas les mêmes que les qualités d'un décideur. Je veux dire, il y a très longtemps, les décideurs politiques, c'était des gens qui venaient de l'armée quand même, qui venaient des métiers d'armes. C'est pas la même chose que les métiers de plume. Donc ça me paraît difficile. J'adore Zemmour, attention, hein, mais ça me paraît quand même très difficile, Zemmour 2022. Charles Gave, pour moi, non, ça c'était le truc de Rochdy. Alors oui, je comprends pourquoi il a fait son petit truc de dire Charles Gave serait le candidat populiste pour 2022, un peu notre Trump à nous. Bon, je pense que il a fait ça parce qu'il voulait tenter le coup. Je pense que ça n'a aucun avenir. J'apprécie Charles Gave, attention, hein, j'aime bien ce qu'il fait, mais personne ne le connaît. C'est un libertarien qui a gagné des millions d'euros à Hong Kong, donc en France c'est mort. C'est un type, je suis désolé, qui a pas vraiment un charisme radieux. Bon, non, j'y crois pas trop. Peut-être que si jamais il y a un gouvernement, je sais pas, populiste identitaire à l'avenir, peut-être qu'il aura sa place dedans. Ça, je pense que ce serait plus sa place. Mais en tant que candidat, en tant que tel, je n'y crois pas trop, et je pense même pas que ça l'intéresse. Je pense que c'est quelqu'un qui a d'autres choses à faire. Alors, avant de prendre la question de Lutums, j'aurais posé celle de Tom, puisque elle est liée à toutes celles qui viennent d'être posées sur des personnalités alternatives et sur l'espoir en un homme présidentiel. Il demande, en ce jour particulier du 2 décembre, très lié au Bonaparte, crois-tu à l'émergence d'un homme providentiel qui jouerait le rôle de catalyseur quant à la victoire de nos idées? C'est vrai que l'histoire de France, c'est l'histoire des hommes providentiels, quand même. Je veux dire, à toutes les époques. Donc si l'histoire a un sens et que notre patrie a un sens, je pense que cet homme providentiel arrivera.
Mais deux choses, les hommes providentiels sont quand même basés sur un terreau qui les rend possibles. Bonaparte, enfin Napoléon, il n'a pas fait tout seul, hein. Il était entouré de généraux, de soldats, de gens qui lui étaient fidèles, qui étaient loyaux. Donc il faut quand même créer ce mouvement-là, et qu'après l'homme providentiel arrive, c'est pas... L'homme providentiel, quelque part, c'est la dernière étape du puzzle, c'est la dernière pièce. C'est celle qui peut permettre de tout faire, mais c'est la dernière étape. Il faut que les choses soient prêtes, que les idées soient prêtes, que les gens soient prêts. Et après, il surgit, éventuellement. Et de deux, il faut quand même se préparer à la possibilité où l'homme providentiel n'arrive pas, en fait. C'est pas pour ça qu'on va se laisser faire, je veux dire, il y a beaucoup de travail à faire. La politique, c'est un sport collectif, hein. D'autant plus quand les choses commencent à mal tourner. Si ça tombe dans la violence, là, pour le coup, là, ça devient très collectif, hein. Donc, moi, je suis très bonapartiste, hein, je l'admets intégralement, donc j'adore Napoléon. Après, je sais... Le problème, c'est qu'on peut pas s'alimenter de la rêverie du nouveau Napoléon, parce que dans nos milieux, on sait très bien que les gens qui font ça, du coup, ça leur sert de justification pour ne rien faire. Et ça, c'est fatigant. En se disant, non, mais la situation est critique, elle va être critique jusqu'au moment où le nouveau Napoléon va débarquer, puis va faire le travail, et moi je serai sur mon canapé et je serai très content d'agiter mon drapeau à la fenêtre. Non, ça marche pas comme ça, c'est trop facile. Donc je pense que c'est tout, ça fait partie des scénarios possibles de l'homme providentiel, mais on peut pas se restreindre à ça, quoi. Je me permets d'abonder dans ton sens et de tout simplement dire que l'homme providentiel, on peut espérer qu'il arrive, mais il faut surtout travailler à sa venue. Et peut-être l'homme providentiel est-il ici, peut-être est-ce l'un d'entre vous, et c'est pour cela qu'il faut s'engager, qu'il faut tout faire pour vos idées, notamment en venant militer chez Génération Identitaire. Et j'enchaîne avec la question de l'ETEMS qui dit « Penses-tu qu'on sous-estime un peu trop le potentiel de notre jeunesse à s'engager politiquement ? Une présence accrue sur le terrain avec des sections partout en France sonnerait-elle le réveil de masse d'une certaine jeunesse patriote ?» Oui, tout à fait. Oui, alors la présence accrue sur tout le terrain et des sections partout, bah, on en rêve, hein. Mais ça commence avec vous, chers amis. Effectivement, nous on demande pas mieux, hein. Toujours plus de monde, plus de moyens, ce serait formidable. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive au point où dans les prochaines années, ça va être le pivot. Je pense que les identitaires, en fait, on a toujours eu un avantage et une malédiction, c'est qu'on a toujours été trop en avance, en fait, sur le reste du monde. Du coup, on a toujours pris le risque d'être peut-être un peu seul. Je pense que ça en passe de changer, ça. Dans les 3, 4, 5 années qui viennent, à mon avis, ça va vraiment, vraiment changer. Parce qu'il y aura tout un tas de gens qui très vite soit vont changer d'idée, soit vont avoir la maturité de grandir avec les nôtres ou quoi. Je pense qu'on va vers nos belles années en fait, hein, clairement. Oui, tout à fait. Après, oui, c'est toujours pareil, ça commence avec le fait de s'engager soi-même, bien sûr. Une question de mon petit Burns qui dit « Un identitaire qui soutient votre cause mais qui est maghrébin, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça dédiaboliserait votre cause auprès de la population en général ou est-ce à éviter ?» Alors je vais répondre en plusieurs points. Déjà, GI, nous depuis on s'est toujours défini comme le syndicat des petits blancs, ça n'a pas vocation à changer. C'est important qu'il existe au moins un espace en France où en fait on soit vraiment entre nous. Ce qui veut pas dire qu'on empêche les autres de faire ce qu'ils veulent, hein, mais c'est quand même important. Et puis je veux dire, un identitaire maghrébin conséquent, bah en fait il retourne au Maghreb pour travailler à la grandeur de sa civilisation, hein. Et je dis ça vraiment sans sans sarcasme, sans ironie, sans rien du tout. Après, si c'est un maghrébin très assimilé, sa place n'est pas chez nous à GI, mais il peut tout à fait militer ou participer à d'autres organisations, hein. Ça existe, hein, donc il trouvera sa place. C'est juste qu'elle n'est pas chez nous parce que c'est normal de diviser le travail et de chacun faire son boulot, quoi. Voilà. Une question double d'Antinous et de Talion. Le premier demande « Ne pensez-vous pas que la reconquête par voie électorale est une impasse ?» Et le deuxième demande « Penses-tu que le retour à la royauté est possible ?» La voie électorale n'est absolument pas une impasse. On n'a jamais été aussi proche de réussir sur ce plan-là. Donc non, c'est pas une impasse, bien entendu. Ce qui ne veut pas dire que c'est une victoire automatique, mais c'est pas une impasse. Je veux dire, on va pas se mentir. Quand on dit que la victoire électorale est impossible, ce qu'on sous-entend, en fait, c'est qu'il y a deux autres choix. Soit l'abandon ou la défaite. On fait rien, on se laisse mourir. Ce qui pour moi est intolérable. Ou alors on prépare la révolution violente, quoi. Mais là, il faut assumer, quoi. Je veux dire, ça, c'est le genre de truc, faut pas en parler, faut le faire, quoi. Et je pense qu'il faut pas le faire, pour être très clair. Donc non, c'est pas une impasse, et aujourd'hui, ça me semble être... ça fait partie des solutions principales. Ça va peut-être changer dans les années à venir, hein, mais pour moi, on y est encore.
Et après, sur le retour à la royauté, pour moi, à court terme, non. Je veux dire, le problème, c'est que déjà, les royalistes ne sont même pas d'accord sur qui va incarner la restauration, la réinstauration. Donc si eux-mêmes ne sont pas d'accord, en fait, ça indique que c'est un truc qui est au point mort. Donc c'est cuit. Pour moi, s'il y avait une royauté, ça revient un peu sur la question de l'homme providentiel. Admettons une situation particulièrement critique, particulièrement désastreuse pour la France, très instable, très chaotique, extrêmement violente. Peut-être que là, on aurait un personnage exceptionnel qui surgit, et qui est tellement exceptionnel, en fait, qui dit, bon, bah maintenant, le pouvoir s'organise autour de ma personne en tant que telle, et il remet un pouvoir monarchique et royaliste en place. Mais ça, on est vraiment... c'est vraiment un scénario possible, mais c'est un micro-scénario, à mon avis, quand même. Hein. Mais peut-être, je sais pas. Ça, c'est... Je suis pas Madame Irma. Mais je pense que à court terme, non. Et je pense pas que c'est là le vecteur principal, très clairement. Une question de Babas. Faudrait-il rassembler une majorité de personnalités patriotes dans un seul parti pour élire une seule personne avec nos valeurs? Oui, donc ça c'est un truc qu'on entend souvent. La grande alliance des patriotes de toutes les sensibilités dans une même organisation. Ça ne s'est jamais fait, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que en fait, il y a tellement de familles au sein du camp patriote, avec des vraies oppositions. Hein, je veux dire, c'est pas des. La droite est beaucoup moins monolithique que la gauche. La gauche, ça existe. Tous les gens de gauche, il y a des trucs auxquels ils croient. Pas forcément de la même manière ou avec la même radicalité, mais on sait qu'ils y croient. Genre, ils aiment pas trop le capitalisme, ils aiment bien l'égalité, ils aiment bien la raison et la science contre la religion. Il y a des trucs comme ça. À droite, il y a très peu en réalité de points communs, et quand ils sont des points communs, ils s'incarnent de manière complètement différente. Donc à mon avis, je n'y crois pas. Je pense qu'au contraire, ce qu'il faut faire, c'est un travail véritablement de sélection, de création et d'inspiration, c'est-à-dire créer un corpus d'idées, de méthodes, de personnes et d'organisations qui soit basé sur en fait une droite populiste et identitaire, les deux à la fois, qui ait une sensibilité européenne, évidemment sans dissoudre la nation française, hein, ça va sans dire. Je me sens évidemment très français, très patriote français, évidemment, mais qui voilà, qui ait une sensibilité européenne, qui ait une conception culturelle du christianisme, même si elle n'est plus dans une conception très cultuelle, parce que pour revenir sur la conférence, c'est aussi ce que disait Fourquet, hein, cultuellement le catholicisme disparaît, mais politiquement il se réincarne culturellement, par des gens qui eux-mêmes ne croient pas, mais trouvent ça important à préserver. Voilà, après on pourrait divaguer sur ce qui constituerait l'ossature de cette organisation ou de ces idées-là, mais je pense pas à la grande alliance des patriotes dans l'état actuel des choses. C'est un milieu qui a été trop marginal trop longtemps, et qui du coup donne naissance à des personnalités marginales et instables. Et s'il y a bien un type de gens dont on ne veut pas dans un mouvement politique, c'est des gens marginaux et instables. Donc voilà. Et à ce sujet, vous pouvez lire Pour une critique positive de Dominique Venner. Pour rester sur le thème de la conférence, une question de Le Tums. Justement, n'as-tu pas peur que les générations de 2003 à 2008 ne soient pas de plus en plus déracinées et donc pas enclines à s'engager? Cette question, car je souligne que ces générations sont de pire en pire lorsqu'on les croise dans la rue, les petits blancs survêtements qui dressent des voiles là. Ouais, alors, à mon avis, il y a plusieurs choses. De ce qu'on voit sur la génération des post-2000, les zoomers, on voit souvent qu'ils sont très polarisés. C'est-à-dire qu'en fait, ils grandissent dans toute cette saloperie-là, et du coup, il y a un âge bascule, enfin un âge où il y a en fait un chemin en Y comme ça, et il y a ceux qui, du coup, se retournent contre leur conditionnement et viennent vacciner, et ça peut devenir des alliés formidables, et il y a ceux en fait qui abandonnent et qui se soumettent complètement à ce truc-là. Après, la question c'est de la proportion, quoi. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être une majorité dans un mouvement politique activiste pour avoir de l'influence. C'est les minorités qui font l'histoire, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai. Donc il n'y a pas besoin d'être une... C'est pas parce qu'on est 50% plus 1 qu'on gagne, et qu'on est 50% moins 1 qu'on perd, en fait. L'histoire n'est pas une démocratie. Donc même si on est une minorité, on peut gagner. Donc il faut pas qu'ils soient majoritaires, mais ce serait l'idéal, il faut juste qu'ils soient suffisamment nombreux. Mais ça dépend aussi du travail qu'on est capable de faire. Travail de formation, travail d'inspiration, ça dépend de ça aussi. Donc une question de Perséphone qui insiste, mais comme je croyais l'avoir souligné, j'essaye d'abord de sélectionner les questions qui correspondent au thème de ce soir. Elle voudrait que tu poursuives ta réflexion, puisqu'elle répondait à la question sur les Maghrébins identitaires. Elle voudrait savoir quid des mixtes qui ont choisi leur camp. D'accord. Pour moi c'est simple, je l'ai répondu tout à l'heure. Alors les métis c'est toujours compliqué, ils sont toujours tiraillés entre deux identités, ce qui est très dur pour eux d'ailleurs.
Bon, il y a toujours des moyens de s'engager, je veux dire, c'est pas parce qu'on s'engage pas à AGI qu'on n'a rien à faire. Tout le monde peut s'engager, je veux dire, même un mec comme le Raptor, qui en plus n'est même pas métis, il a fait du bien, à la cause, hein, très clairement, avec son travail métapolitique sur YouTube. C'est un exemple. On pourra en trouver d'autres. Voilà, je pense qu'il y a toujours, on peut toujours se rendre utile d'une certaine façon. Euh, Après, c'est pas forcément chez nous, parce qu'encore une fois, nous on a quand même une ligne à conserver, on doit être clair sur notre volonté de préserver l'identité ethnoculturelle de la France et de l'Europe, quoi. Ça, on peut pas diverger là-dessus, voilà, on peut pas transiger. Mais après, par exemple, des métis patriotes de bonne volonté ont tout à fait leur place dans ce combat-là, dans une organisation, dans un truc ou une initiative personnelle. C'est possible, hein, je veux dire. Rien ne les empêche de devenir adhérents au front ou quoi que ce soit, hein. Ou plus, hein, je veux dire, c'est tout à fait faisable. Puis après, de toute façon, quand on aura mené une politique de remigration, faut quand même, évidemment qu'il restera quand même des petites minorités sur le territoire. C'est juste qu'elles seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites qu'aujourd'hui et dans un environnement différent, mais il en restera. Donc, c'est pas non plus du purisme, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Peut-être que tu veux attendre un peu ou c'est quand même un peu tard. Est-ce que tu voudrais en rester là? Moi, s'il n'y a pas de nouvelles questions, moi j'aimerais bien arrêter là pour me fumer une clope. Et, voilà. Alors, on en prend juste une dernière puisque le Tom vient d'en poser une et après on s'arrête. Donc, sa question, donnes-tu une importance capitale à la libération de la parole politique? Beaucoup s'autocensurent de peur d'être catalogués. Oui, alors après il faut savoir comment s'en servir. C'est-à-dire que, alors ta question, ce que j'ai compris, c'est au niveau personnel. Est-ce qu'il faut assumer ses idées, faire son coming out en vrai, son coming out patriote, hein. Oui, mais sous condition. C'est-à-dire que il y a des lieux où c'est une mauvaise stratégie, hein, clairement. Je veux dire, si vous êtes, j'en sais rien, vous êtes étudiant dans une grande école, vous êtes sur le point, il vous reste plus qu'une année pour valider votre master, et vous êtes dans une école qui est très marquée politiquement, et vous savez que si vous vous cramez, vous êtes mort. Bon, c'est un peu idiot. Par contre, il y a des domaines dans lesquels on peut y aller. Alors voilà, faut jamais débattre avec un prof, comme le fait remarquer Monty Burns, hein, ça sert jamais à rien, faut jamais le faire. Mais moi, à la fac, j'assumais un peu mes opinions, parce que j'étais à la fac du Mirail à Toulouse, hein, donc c'est vraiment le Mordor du gauchisme. Bah, bizarrement, il y a des gens qui vous détestent une fois que vous donnez votre opinion, puis il y a des gens qui vous respectent plus, même s'ils sont pas d'accord. Puis il y a des gens, ils s'en foutent. Donc il faut pas non plus dramatiser ces choses-là. Faut quand même un peu porter ses couilles, je veux dire. Voilà, il faut un peu assumer, mais le faire de manière intelligente, selon l'environnement dans lequel on est, selon ses possibilités. Mais il y a des endroits, des moments pour le faire, ouais. Mais typiquement, une première étape, même si ça peut être difficile au début, c'est si vous êtes dans une famille qui n'a pas vos idées, essayez de doucement aborder le sujet. Y allez pas comme un bourrin, hein, mais doucement, de façon diplomate, en écoutant authentiquement ce que les gens en face de vous ont à dire, parce que, on va pas se mentir, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec nous? C'est aussi parce qu'ils ont des inquiétudes. C'est très psychologique, il faut être très dans le... faut rassurer. Il faut dire, ah, mais attention, ça va aller, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, machin. C'est pas tabou, c'est pas tabou. Bon, bah voilà. Il faut pas avoir peur de parler à ces gens, quoi. Voilà. C'est ce que Donc, question. Comme on l'a annoncé, on va s'arrêter là. Merci Roland pour la conférence et tes éclairages. Merci à tous pour avoir écouté, avoir participé avec beaucoup de questions intéressantes et on vous retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle conférence. Merci à tous, merci Bastien pour les questions. Et la prochaine conférence, elle sera pas la semaine prochaine, elle sera plus tard. Elle devrait être dans 2 semaines normalement, mais on vous tiendra au courant de toute façon. Bonne soirée à tous.